Bonsoir, un tireur fou a ouvert le feu sur des passants en face de l'école polytechnique. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. 14 femmes ont été tuées à l'école polytechnique par un homme qui disait « Je hais les féministes ». À 14 ans, il m'a demandé un changement de nom au niveau légal et c'est lui qui a choisi de s'appeler Marc Lépine. Marc Lépine vient de commettre le premier féminicide contemporain de masse revendiqué. Ce jeune homme avait abattu ces 14 jeunes femmes et qu'il s'était enlevé la vie. Et j'entends dire, c'est Marc, je n'arrivais pas à croire que mon fils, un doux, un sensible, ait pu commettre un tel geste. Je vais vous raconter la journée où j'ai eu le plus peur dans ma vie. J'écoute mes nouvelles. J'étais bouleversée par l'événement. J'ai plus d'existence, moi. Là, je deviens la mère de Marc Lépine, la mère d'un tueur. Je voulais mourir. La police est arrivée chez moi un jour pour me dire que le grand frère est en prison pour attouchement sexuel chez des jeunes garçons. Mon fils avait 14 ans. On dirait que toutes les images masculines qu'il y a eues, c'est des mauvaises images. Mais les garçons, on les empêchait de pleurer. Ouais, mais t'es vu comme faible. Ouais, c'était un signe de faiblesse. Tu refoules tes sentiments. Tu refoules ta colère. Tu commences à avoir un désir de vengeance à l'intérieur de toi. L'amertume, si tu la nourris, tu vas développer de la colère. Ça va t'amener dans la haine et ça va t'amener à faire des meurtres. Il était fâchant envers les hommes. Comment ça s'est transformé qu'il est fâchant envers les femmes? Moi, je pense pas qu'il était fâché avec les femmes. Mon fils aurait aimé avoir une blonde. Puis je vais te dire même, là, on va parler de Polytechnique, mais je pense qu'il y en a une là-dedans qui aimait, puis qu'il l'a peut-être repoussée. Les journaux rapportent qu'il a dit « Oh, puis là, il réalisait que ce qu'il venait de faire. Puis c'est dans sa dernière balle. Il est mort à côté de cette jeune fille-là que je suspecte qu'il aimait. Je ne sais pas parler de ma fille qui s'est suicidée d'une overdose de cocaïne. Wow. 7 ans après. Oh my God. Yo, what's good? What's up pour de vrai? On est back avec un gros podcast. Ouais, gros podcast aujourd'hui. Comment ça va, man? Ça va bien? Premier qu'on filme depuis que t'es revenu du Japon. Ouais, En tout cas, shout-out à Léo. ouais, on a filmé un podcast. 45 minutes plus tard, on a perdu le footage. Mais c'est de pas sortir ce podcast. Si vous vous demandez comment ça a été son voyage au Japon, vous le saurez jamais. Ouais, on n'en tourne pas ça. Fait que ouais, fait gros podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on reçoit Monique Lépine, la mère de Marc Lépine. Pour ceux qui ne connaissent pas Marc Lépine, c'est le tireur de la tuerie de la Polytechnique qui a eu lieu le 6 décembre 1989. Fait que Ouais, un bon 10 ans avant que tu sois né. ouais, pile 10 ans quasiment. Pile 10 ans. Puis ouais, c'est ça, moi je connaissais pas l'histoire parce que ça fait 10 ans avant que je sois né, puis j'ai pas vu le film passer. Tu m'as dit d'écouter le film parce qu'on recevait la mère du tueur, puis je l'ai écouté juste avant le podcast. Le film s'appelle Polytechnique. Fait que si tu veux aller le voir, je sais que Monique a dit que ça vaut pas la peine de voir le film, là, mais c'est comme si tu veux voir un peu les images de qu'est-ce qu'on va parler tout le long du podcast, pas mal. Je pense que son problème, c'est que la direction artistique est biaisée. Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un gars qui avait pas été admis à l'école polytechnique. Ouais. Il est rentré avec une arme semi-automatique, a tiré, a tué 14 femmes, a blessé 14 autres personnes. C'est quelque chose qui a marqué, on appelle ça le massacre de la Polytechnique, mais c'est encore la journée aujourd'hui. Le 6 décembre, c'est la journée où on commémore quelque chose pour la violence pour les femmes. Ça a changé les lois sur les armes à feu semi-automatiques, fait qu'on a enlevé ça. On veut dire merci aussi, je vais raconter l'histoire, les gens qui donnent dans le premier lien, dans la bio, qui choisissent de semer dans notre ministère. Je vais donner un shout-out à Bertha. Bertha qui a envoyé un premier montant, puis elle a pas reçu une confirmation par email, fait qu'elle a dit je vais le renvoyer une deuxième fois. C'est vrai, Oui. Ok, c'est pour ça Puis elle n'a pas reçu de Puis, fait que là, mon contactant m'a dit, j'ai pas reçu de confirmation. Là, j'en ai renvoyé un autre, je voulais savoir lequel des deux. Puis, on a fait de la vérification. Elle avait donné 2 fois. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, comment tu veux qu'on fonctionne pour te rembourser? Puis, elle a dit non,
sais quoi, gardez le cadeau, gardez Wow, ok, c'est ça. gardez mon don. Fait que, C'est ça qu'elle m'a dit. oui, elle l'a donné 2 fois. Ok, ben merci Bertha. Fait que Charlotte à Bertha. Vous aussi, si vous voulez donner le lien dans la bio. Yeah. Ben, juste un petit recap du podcast. C'est quand même assez long, là. C'est 2 heures, comme vous voyez sur votre écran. Mais je pense que le début est vraiment important aussi de savoir qu'est-ce qui se passait dans la vie de Monique avant, puis qu'est-ce qui a mené à Marc de faire le meurtre, là. Moi, je pense que c'est ça que je dirais, c'est que plus que juste parler du meurtre, de la tuerie, puis de qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, on parle à une femme qui existe indépendamment de son fils. Fait que c'est une grande femme qui a vécu des choses difficiles après ce qui s'est passé avec son fils, mais juste son histoire à elle. Ben, qui a affecté son fils aussi. Oui. Mais moi, j'ai pensé à Anne-Marie. Tu sais, on a reçu Anne-Marie, ça fait une couple de mois, puis on allait faire son podcast, même s'il n'est jamais sorti. Mais une belle conversation sur les féministes. Tu sais, puis moi, je trouve ça le fun. Fait que je trouve que ça a été une belle conversation. Vraiment. Fait qu'avant qu'on passe à ça, on voulait juste prendre une minute pour être sûr qu'on prenne le temps de mentionner les victimes, qu'on les oublie pas. Moi-même, j'ai commis un crime atroce, puis je reste sensible à la question des victimes. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un écran noir, puis on vous envoie le nom de chacune des victimes. Yes, bonne écoute, puis merci encore à ceux qui ont tune in cette semaine. Bienvenue dans la partie 2 du Nicolas Tang Show où je fais manger des trucs délicieux à mes amis. On vous fait un petit throwback. La semaine passée, si vous n'avez pas vu, Jay a mangé un piment puis il a dû aller se pincer la face pendant une demi-heure. Hey man, je sais pas, je pensais pas que ça allait être autant piquant. Let's go. Fait qu'aujourd'hui, c'est quoi les choix, mon Victor? Présente-nous ça. On a du maquereau, ça a l'air d'être un peu comme du saumon en gamme, du bœuf salé, ou on a du faux canard végétarien aux légumes. Fait que lui qui se trompe le plus souvent va manger un de ces 3 affaires-là. Si vous connaissez pas, Victor Saint-Jacques, c'est le propriétaire de la compagnie monteurvideo.ca. Si tu cherches un monteur, si tu veux devenir monteur, monteurvideo.ca, c'est là que ça se passe. Et si tu veux un courtier hypothécaire, c'est quoi qu'on fait, mon Nico? Tu viens me voir avec mon équipe, on va t'aider avec ton projet immobilier. Let's go, collab, publicité, ça part. Question 1. Première question, si t'es un non-Canadien, tu peux-tu acheter? Acheter une maison? Ouais, acheter une maison. Ouais, tu sais. Je sais. Check ma réponse. Ah non. J'ai dit oui. Vic, il a pas raison. Yes! Ouais. Si t'es non-Canadien, si t'as un permis de travail, tu peux acheter. Il faut juste que ton permis de travail soit valide. Mais si tu as un permis d'études, Ouais, tu peux acheter aussi. Deuxième question, est-ce que c'est possible d'avoir une hypothèque sans avoir de crédit? J'ai vu Manny checker sur Vic. Il a triché. Sauf que j'ai écrit le contraire de lui, fait que j'ai pas tant triché. Oh! Moi, j'ai écrit non. Moi, j'ai écrit non aussi. Vic a raison, on peut. Yes, on peut, si t'as pas de crédit, ta cote est à 0, on peut prendre ton Netflix ou tu peux prendre d'autres sources de crédit pour vérifier. Donc, si t'as jamais eu de crédit, Ouais, jamais de crédit. Aïe, aïe. c'est pas que t'as un mauvais crédit. C'est pire d'avoir un mauvais crédit qu'un crédit à 0. C'est pire de devoir de l'argent que de pas devoir d'argent. Dernière question, on va faire une twist. Si tu réussis cette question-là, tu gagnes. Oh! Mais théoriquement, on n'a pas le choix de gagner parce qu'on est tous à un. En Vous fait, êtes tout à 1? Merci de casser le fun, Vic. Merci de casser le fun. Ah, vous êtes tout à 1. c'est un gars smart. Oh. Ok, c'est qui le propriétaire de monteurvideo.ca? Il est content. Victor Saint-Jacques. Tu viens écrire mon nom? Manny, il apprend pas. La réponse, c'est J. Oh, la réponse est Jésus. Let's go! Même Victor, il a pas répondu correctement. Hey, mangez chacun votre canette, les gars. Moi, je prends à manger ça. Hey, vas-y. Ça va puer, bout. Ça, c'est la dernière affaire que tu manges. Tu vas péter toute la place. Mais non, c'est du poisson, bro. Oh, ça va être dégueulasse, bro. Ah ouais. Ouais, c'est si pire que ça. Hey, ouvre ça. C'est garanti. Ouvre ça. Ouvre ça. Garanti. Laisse pas du ballot, là. Bois. Fais juste boire le jus. J'avoue, faut que tu bois le jus. Le jus, là, mais t'es tout prochain? Non, bois le jus. Prends un petit type.
Une petite type. Ça a l'air dégueulasse. Bro, c'est... T'as une fourchette? Hein? Tu savais pas une fourchette? Ouais, t'as. Qui traîne une fourchette sur lui, mec? Honnêtement, ça a l'air bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Moi, je trouve que ça a l'air délicieux. Prends une petite affaire, c'est prends un petit type, tu sais. Pas ça t'en... Ah, il est dégueulasse. Ça a l'air vraiment pas si pire. C'est juste bon. Ça, c'est bon, hein? J'ai acheté fire. Oui, t'as genre 100 grammes de protéines là-dedans. C'est vrai? Ouais. 1/8 de la canne, t'as 13 grammes de protéines. Let's go. Fait que si vous voulez plus de health tips, monteurvideo.ca, c'est là que ça se passe. Si vous voulez d'autres health tips, il hit le gym pas mal ce temps-ci. Ouais. Une fois par semaine. La raison pourquoi Nicolas Tank peut chez Gym une fois semaine, parce que quand tu l'appelles pour ton refinancement ou ton dossier hypothécaire, il te fait ça en moins de 24 heures. Fait qu'il n'y a pas le temps d'aller au gym parce qu'il est trop occupé avec les hypothèques. Oh, ça c'est une bonne raison, c'est vrai. Puis si les gens savent pas, c'est que à la base, le monteur qui fait le contenu à Nicolas, qui travaille pour mon agence 3D Media, il vient de monteurvideo.ca. Fait que, monteurvideo.ca. Hey, c'était tout le monde. On en retourne à l'épisode. Ciao. Rebonjour, on est back, on est ici avec Monique. Comment ça va, Monique? Ça va bien. Je suis bien contente d'être avec toi et avec Emmanuel. Vous connaissez? Non. On s'est présenté tantôt. OK. Mais vas-y. Fait que dans le fond, c'est Mané qui m'a parlé de l'histoire il y a une couple de semaines quand on t'a booké au podcast. J'étais pas vraiment au courant de l'histoire parce que c'est avant que je sois né. Moi, je suis né en 99. 10 ans avant que tu naisses. Mais t'as regardé le film aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mané m'a dit d'écouter le film. Quel film? Polytechnique? Ça vaut pas la peine. Non? Mais c'est ça, c'est une des questions que je voulais qu'on parle. Ben, Fait qu'on peut rentrer là tout de suite, si tu veux. Ben, c'est certain. Polytechnique, pour moi, je l'ai vu parce que avant qu'il le diffuse, il voulait avoir mon opinion, mais moi, je trouve que c'est romancé, premièrement. OK, c'est basé sur le fait réel, mais il insiste tellement juste sur la tuerie que je vois pas quel message ça peut apporter. En tout cas, moi, je voyais pas de message d'espoir là-dedans. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas empêcher les gens de faire des films. Hein? Oui. Fait que c'est ça. Ça donne un aspect. Qui est très limité. La tuerie, l'événement. OK. On va revenir dans le temps parce que moi, je pense. Moi, j'ai le goût de parler de toi. C'est certain. Parle-nous de toi. T'as grandi comment? Tu viens d'où? Montréal. OK. Quel quartier? Dans l'Antique. OK. Mais j'ai vécu dans plusieurs quartiers, là, quand même, à l'âge que je suis rendu. Mais disons que Montréal, c'est ma ville. Je suis une citadine dans l'âme et puis j'aime beaucoup Montréal. Quoique maintenant, depuis ma retraite, je vis à Longueuil. Okay. Mais j'étais dans une famille de 10 enfants. J'étais la 9e. Wow. Ouais, comme les familles de l'époque. Hein? Ouais. Étant la 9e, moi, j'étais une jeune fille qui aimait beaucoup l'étude. Je voulais étudier, puis à l'époque, les femmes, on n'avait pas de statut. On n'était pas reconnus. On nous disait que ça prenait pas des grandes études pour faire la vaisselle, ça prenait pas... en tout cas, c'était dévalorisant pour la femme. Et je suis devenue féministe assez jeune, je crois bien. Et dès l'âge de 12 ans, j'ai demandé à être pensionnaire pour être capable d'étudier. Parce que... Je veux juste arrêter parce que tu as dit féministe, puis je pense que... Je présume, fait que tu m'éclaires si tu veux, mais peut-être pour ta génération féministe, ça a une signification. Puis je pense qu'aujourd'hui, mettons pour la génération de G, ça veut dire des fois peut-être autre chose. Est-ce que tu pourrais définir ce terme-là? Dans mon temps, à moi, le féminisme, c'était de défendre la cause des femmes parce qu'on n'était pas reconnus. On était des persona non grata. Alors, on n'avait pas de statut social. Il n'y avait pas de loi qui protégeait la femme. C'est venu beaucoup plus tard, ça, dans la société. Donc, personnellement, moi, j'ai trouvé que c'était une société très paternaliste, tu vois. Tout était donné aux hommes. Les femmes servaient à servir l'homme. Puis moi, là, ça m'insultait. Alors, j'avais le goût d'étudier. J'ai décidé que je ferais tout pour étudier. Puis justement, j'y vois son beau chandail de hockey. La télévision rentrait dans nos maisons quand j'étais jeune, dans les années 50, puis on était les premiers. Tout le monde venait chez nous pour écouter parce qu'on était assez privilégiés. Et puis moi, je détestais le hockey. Je reculais. Pourquoi? Parce que ça m'empêchait d'étudier. OK. Hein? Fait qu'à ce moment-là, j'étais entre deux garçons. Fait qu'entre deux garçons, ça faisait tirer un peu les cheveux.
Et puis, j'ai décidé que non, là, je voulais étudier. Fait que c'était le moyen légal, c'était d'aller pensionnaire. OK. Ça, c'était très bien vu. Moi aussi, j'ai été pensionnaire. Ouais. J'ai fait 2 ans au Collège Bourget. OK. Moi, j'étais à Saint-Laurent. OK. Ouais. Alors, c'est ça. Et puis, j'aimais beaucoup ça parce que là, j'avais des amis. Parce que dans ma famille, c'était tous les vieux rois. OK. Étant la 9e. Alors, disons que j'ai étudié, j'ai fait des grandes études, finalement. Il y a quand même un autre aspect. Moi, j'avais des frères qui étaient à la guerre, tu sais, quand j'étais tout petit, tu sais. Wow. Puis je me rappelle quand ils sont venus de la guerre puis qu'ils ont mis leur parachute dans le salon chez moi. Déjà, à l'âge de 7 ans, je savais que je voulais devenir infirmière, que je voulais aider les gens. Wow. C'était en moi, ça, tu vois. Fait que, à l'époque, on n'avait pas de grand choix. On pouvait être secrétaire, on pouvait être infirmière ou enseignante. C'était les 3 choix que les femmes avaient. Ou être à la maison. Oh ouais, ça, c'était pas dans mon option. Je l'ai jamais considéré. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait des études. Après ça, je suis allé faire mes études d'infirmière. À l'époque, il n'y avait pas de cégep. Là, c'est pas comme aujourd'hui. On restait là, tu sais, comme des pensionnaires. Est-ce que tu as fait le cours classique? Oui. OK. Fait que c'est ça, le fameux cours classique. J'ai fait ce qu'on appelait le cours classique, sciences. OK. Ouais. Et j'étais aussi dans beaucoup de... Parce qu'il y avait des compagnons de Saint-Laurent qui étaient juste dans le collège des garçons à côté. OK. Puis j'étais souvent dans les actrices, dans leur pièces. J'aimais beaucoup le théâtre, mais encore là, mon père, voyons donc, une femme qui fait du théâtre, c'est une femme de mauvaise vie, tu sais. Fait que, il nous brimait dans nos choix. Oui, à l'époque, on était brimés dans nos choix. Les femmes étaient vraiment faites pour aider les autres. Moi, je m'en suis sauvée. Pourquoi? Parce que j'avais des sœurs plus grandes. J'aimerais ça, pendant que tu en parles, on a posé la question de définir le féminisme. Sans nécessairement parler des gens qui se targuent d'être féministes aujourd'hui, mais en tant que féministe, c'est quoi le combat qui reste à mener aujourd'hui? Ben, tu sais, on est encore un peu en retard. Hein? Salaire égal, travail égal, salaire égal, ça n'existe pas encore. Nous, on était moins payés que les garçons pour le même travail, tu sais, soi-disant parce qu'ils étaient des chefs de famille. Mais moi, je me suis divorcée en 71, ça fait que j'étais chef de famille. Tu sais. Puis le monsieur, il n'a jamais payé sa pension alimentaire. Hein? Pas vrai. Fait que, tu sais, c'était tellement injuste. Moi, c'est ça que je trouvais. Alors, moi, je n'étais pas une féministe qui allait dans les rues manifester. Là, hein? Ouais. J'étais là juste pour défendre. Comme, par exemple, le Conseil de la femme, ça a commencé dans les années. J'ai été conseillère syndicale aussi pour les infirmières. Donc, toutes ces choses-là m'ont amené à défendre la cause des femmes. Alors, je voulais vraiment qu'elles étudient aussi, parce qu'on empêchait les femmes d'étudier, voyons donc. Ça n'avait pas aucun sens. Puis, c'est pour ça aussi on les empêchait d'avoir des postes de direction. Mais pas juste les femmes, les Français, parce qu'à l'époque, c'était mené par les Anglais. Les postes prestigieux étaient juste occupés par des anglophones, tu vois. On était soi-disant par le clergé, nés pour des petits pains, eux autres, les Canadiens français. Alors moi, je me révoltais là-dessus. Vraiment, je me révoltais là-dessus. Et puis, je m'en révolte encore. Puis le clergé, ben, il nous a gardés dans... Le clergé nous a gardés dans l'ignorance. Parce que il prônait juste les professions libérales, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les médecins. Ça, c'était très, très, très bien vu, mais c'était que des hommes. C'est que les femmes, il y avait des femmes médecins au début des années 1900, mais n'ont jamais pu pratiquer. Pourquoi? Parce que ça prenait des hommes. Si tu étais écrivaine, autrice, tu ne pouvais pas signer ton nom. Il fallait signer un nom d'emprunt qui était un homme. On n'avait aucun statut. C'était terrible. Hein? Pourtant, Dieu dit qu'on est nés égaux. Différents, mais égaux. Alors, pourquoi pas? Tu parles du clergé. Est-ce que l'Église, ça prenait une grosse place, l'Église catholique? Tu as grandi dans une famille catholique? En 1950, la société était homogène. Il n'y avait que des Blancs. Peu d'immigrants. Très peu d'immigrants. On était tous catholiques de nom. OK? Et puis, on
on avait des règles assez strictes sous le régime de Duplessis. Par exemple, juste pour vous donner une idée, là, les femmes ne pouvaient pas s'habiller comme aujourd'hui. Là, hein? On n'avait pas le droit de se mettre du rouge à lèvres dans la rue. On n'avait pas le droit de mettre des robes sans manches. Nos robes étaient à 12 pouces de terre. C'est fou. Ben oui, mais tu dis c'est fou. Aujourd'hui, c'est fou. C'est d'être tatoué partout. Là. Hein? Tu sais, c'est quoi, là? C'est la perception qu'on a, tu comprends? Ouais. Alors, c'était comme ça. C'était légaliste, tu sais. C'était pas mal légaliste. Puis c'était hypocrite aussi. Très hypocrite. C'était une société de paraître, je dirais. Il fallait paraître. T'avais beau faire les pires crimes, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, le clergé qui abusait des jeunes, mais c'était caché. On cachait ça. Ben, comme les pharisiens dans la Bible. Ben oui, exactement la même chose, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, eux autres, ils reprochent tout à tout le monde, mais eux autres, leurs propres choses qu'ils font, c'est complètement hypocrite, dans le fond. Ben regarde, on allait à l'église le dimanche, OK? Qu'est-ce qu'ils faisaient, les femmes? Ils regardaient les chapeaux, les robes, puis l'habillement des autres. Il y en avait qui payaient leur bain pour être dans la première place. Ben, c'est le même, tu sais. Fait que toute la société était comme ça. Mais moi, écoute, pendant mon cours d'infirmière, je dirais, parce que j'aimais Dieu, moi. J'ai toujours aimé Dieu. J'ai eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur, même jeune, là, tu sais. Juste te donner un exemple, par exemple, j'ai été née avec une tache de vin sur le côté. Puis à un moment donné, je m'étais acheté de l'eau bénite, tu sais, parce que c'était ça qu'on avait. C'est comme ça qu'on était élevés. T'es né avec une tache de vin? Ouais. C'est quoi ça? C'est rouge. Tu sais, la peau rouge. Comme un grain de beauté, mais rouge. Mais c'est d'habitude. Ah, il y en a qui ont ça partout dans la OK. figure. OK. Ouais. C'est rouge. Tu sais, puis c'est dans la peau. Ça part pas, là. OK. Mais moi, j'avais la foi que si je mettais mon eau bénite le matin puis le soir, ça partirait. J'étais jeune, j'avais 8 ans, tu sais. Et puis, un jour, ma soeur me voit, elle dit, qu'est-ce que tu fais? Puis j'ai dit, je mets ça pour que ma tache de vin disparaisse. Et puis, sais-tu quoi? La tache de vin est disparue. Ouais. Mais j'ai compris plus tard que c'était pas l'eau bénite, là, que c'était ma foi en Jésus, tu sais, qui faisait ça, tu sais. Mais on n'était pas enseigné sur Jésus. À 20 ans, on n'était pas comme aujourd'hui, là, on était vraiment des jeunes filles peut-être un peu arriérées par rapport à la société d'aujourd'hui, là, en termes de connaissances. Mais à 20 ans, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis rentrée en religion. Parce que c'était rien que ça, là, ouais. Avec la capine, tout le kit. Oh oui. Ouais. Une sœur. Semi-cloîtrée. OK. Ouais, fait que j'étais habillée en noir quand j'étais du côté du couvent. On avait un régime très strict. On ne parlait pas, sauf pour des choses essentielles. Puis quand on était habillé en blanc, on allait aux malades, faire les infirmières. Est-ce que c'était nécessaire ou est-ce que c'était comme une façon d'accélérer le processus de devenir infirmière ou s'il n'y avait pas tant de... Non. Ça avait rien à voir. Significatif. J'ai été allée dans une retraite fermée, puis là, on m'avait dit, parce que j'étais studieuse, parce que j'étais quand même une jeune fille accomplie, que j'avais la vocation, parce qu'on recrutait. Quand je suis rentrée, puis que j'ai vu qu'on était 9, on était tous recrutés par le même prêtre. J'ai dit, là, c'est pas bon. Mais avant de sortir, je voulais être certaine que j'avais pas la vocation, tu vois, parce qu'on était inculqués dans ces affaires-là. Alors, je suis sortie, évidemment, de là. Et puis, je suis sortie au moment où est arrivée la Révolution tranquille, dans les années 60. Puis là, dans cette époque-là, on laissait la religion pour prendre le sexe. Ça, on est en 1960? L'amour libre, dans 1960. Puis moi, tu sais, il y avait une joke à l'époque parce qu'on disait on enlève les grandes robes puis on les remplace par des mini-jupes. Parce que c'était l'époque des mini-jupes, tu sais. OK. Alors, c'était vraiment le contraste. Tu sais, la société québécoise, on est des extrémistes, hein. On balaie on balaie pas mal vite. En politique, en religion, en n'importe quoi. Fait que c'était quoi? C'était comme une façon de se revendiquer contre la religion?
Ben, c'est une rébellion, c'est parce Ouais, c'est qu'on ça. réalisait qu'on se faisait avoir, on se faisait inculquer des choses qui étaient peut-être pas vraies. Là, on voyait l'homme, on voyait plus Dieu, on voyait À l'homme. cause que l'homme a profité. Ben oui, ben oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'ai été 20 ans en dehors de toute religion. J'ai tout balancé. Mettons entre 60 et 80. 60 jusqu'à 80 mois. Alors là, je vivais comme tout le monde vivait. Dans la déboute. Ouais, mais juste avant qu'on aille plus loin, parce que Manny, c'est pour ceux que c'est leur première fois sur le podcast, Manny, c'est un grand fan des catholiques. Tu sais. C'est pas vrai. Un grand frère des catholiques. Non, un grand fan, mais c'est pas. J'ai beaucoup de difficultés avec l'Église catholique dans un contexte d'abord théologique. Peut-être pas nécessairement d'abord, mais dans un contexte historique. Je pense que en tant que chrétien québécois, c'est difficile de. Je pense que tu peux en témoigner mieux que moi. Ouais. C'est beau, tu s'en as avec ta question. Non, mais c'est ça, de savoir c'est quoi qu'ils ont fait, en fait, les catholiques. Exemple, tu veux savoir, ben c'était religieux. Ouais. Premièrement, c'était religieux. Jésus n'était pas là. Jésus, c'était le petit Jésus dans le plan. Tu sais, c'est ça. À Noël, encore. Fait que là, par exemple, moi, je voulais suivre le Seigneur. On était des enfants de Marie, pas des enfants de Jésus, mais des enfants de Marie. On élevait Marie. On élevait les saints. On parlait très peu de Dieu, mais on parlait des saints. Tu comprends? Ensuite, c'était des dogmes. Par exemple, la confession, tu te confessais au prêtre. L'homme, donc, alors que la parole nous dit qu'on doit simplement se confesser à Dieu. Tout était comme ça, là, tu vois. Moi, ce que je dirais, c'est, tu sais, pour répondre à ta question, puis je pense que c'est là où tu t'en allais, mais on voit dans la Révolution tranquille la réaction à ce que l'Église catholique a fait. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, puis on est encore dans les relents de la Révolution tranquille. C'est dur évangéliser à cause de ça. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'est-ce que ça le fait dans le cœur, dans la vie des Regarde, gens. moi, j'étais avec ma belle-sœur en 20 semaines. C'est pas une croyante, là. J'ai beau, c'est 40 ans, moi, je suis sauvé, là. J'ai beau expliquer que c'est pas une religion, que c'est une relation avec le Seigneur. Ils comprennent pas ça. On est religieux, tu vois, à leurs yeux. Pourquoi? Parce que c'est la seule connotation qu'ils ont avec Dieu, c'est la religion. Donc, t'as beau dire, puis ils vont te dire, ben, toutes les religions, ils font ça, ou ils disent ça. Non. Puis là, ils comprennent pas que c'est Jésus seulement qui sauve, puis que c'est Jésus qui est ressuscité, puis que c'est Jésus qui t'a purifié de tes péchés, tu vois. Alors ça, c'est très, très dur. Mais même moi, ça m'a pris 2 ans, quand on m'a présenté le Seigneur, à comprendre le jargon qu'elle avait. J'arrivais pas à saisir c'est quoi faire entrer Jésus dans ton cœur. Voyons donc. J'avais-tu de la misère avec ce concept? Ouais, mais c'est encourageant. Parce que ça fait juste, moi, ça, c'est 1 an et demi que je suis chrétien, puis que justement, c'est encourageant, ça t'a pris 2 ans avant de comprendre. Ah, Je vois encore, moi, il travaille encore des choses dans mon cœur. Fait que juste pour revenir, fait que là, après ça, 20 ans, pas de religion. Ben, tu sais, j'ai fait, moi, ce que j'appelle, j'ai fait les pires affaires, les pires choix dans ces périodes-là. Puis la première chose que j'ai faite, c'est de me marier, alors que j'aurais jamais dû me marier avec cet homme-là. C'est pas le mariage, là, c'est l'homme que j'ai choisi, tu sais. Tu prenais le premier qui s'intéressait à toi, parce qu'on n'avait aucune expérience. Je sortais de chez ça, imagine-toi. Puis j'ai marié un musulman, imagine. C'est comment ça? On est en 1960 à peu près? En 1960, oui. Il ne devait pas en avoir beaucoup, les Algériens au Québec? Ah, ça commençait. Il y avait surtout des Grecs, il y avait quelques médecins grecs, il y avait des Italiens. Des Algériens, ils commençaient peut-être plus vers 62, parce que c'était après la guerre d'Algérie en 61. OK. Il y en a que. Mais ils ont tous passé par la France avant. OK. Est-ce qu'il y a comme. Y a-tu de la stigmatisation? Tu sais, toi, est-ce qu'il y avait comme. Tu dis qu'il était musulman? Oui, mais pas pratiquant. Pas pratiquant. Toi, tu ne pratiquais plus non plus. Non, fait que... non. OK. Fait que c'était deux non-pratiquants. Dans le fond, on se posait pas tellement de questions là-dessus, tu sais. Mais je me suis bien aperçu que c'était pas un homme pour moi. On n'avait rien en commun, là, tu comprends? Puis il s'est avéré qu'il était violent. OK. OK? Alors ça l'a dérangé. Puis il n'était jamais là parce qu'il allait en voyage. Monsieur, c'était important, ce gars-là. Il était toujours parti en voyage. Puis c'est moi qui faisais tout.
Tu sais, puis, tu sais, quand je te dis, j'ai réagi comme féministe. Pourquoi? Parce que j'étais la secrétaire, j'étais la femme, j'étais la bonne à tout faire chez nous. Puis, époux, je me suis jamais vraiment senti mariée. OK. C'est-à-dire, hein? Encore là, on était dans des rôles plutôt que dans une relation. Dans des rôles de dépendance. Hein? Moi, je connaissais rien à l'homme, je connaissais rien à l'amour. Et puis, je me suis laissé emberlifoter par le premier venu, tu sais. Et puis, celui-là, ben, il a abusé de moi parce que moi, je suis une fille qui est quand même serviable, tu vois. Puis, j'ai quand même beaucoup de dons. Fait que, il en a profité. Fait que votre union va durer combien de temps? 7 ans. Puis vous allez avoir? 2 enfants, un garçon, une fille. OK. Alors là, je tolérais, parce que, tu sais, comme il était presque la moitié de l'année, je tolérais l'endroit. On avait quand même une maison assez confortable, on était assez riches. Mais disons que je me sentais comme un meuble dans la maison. Ouais. On vient me chercher quand on a besoin de moi, mais à part de ça, c'est ça. Puis j'ai trouvé aussi qu'il m'avait trompé pas mal, là. Ça n'a pas pris le temps avant de découvrir ça, là. Alors, moi, j'avais pas d'amour pour ça, là. Okay. J'ai commencé à le détester, même. Il y a des fois que je souhaitais sa mort, tu vois. Alors, à ce moment-là, tu sais, je ne suivais pas du tout, là, hein. Et puis là, ben, je m'occupais de mes enfants, mais à un moment donné, quand j'ai vu qu'il était violent comme ça, j'ai décidé que je ne resterais pas avec lui. Mais c'est quand il a frappé mon fils que j'ai décidé que je suis allé voir un notaire, je suis allé voir un avocat plutôt. Et puis, lui m'a fait réaliser que c'était moi porté à culotte chez nous. Moi, j'avais peur de ce homme-là. Il est plus fort que moi, mais apparemment que c'est moi qui était l'élément fort dans le foyer. Puis là, il m'avait dit, tu vas arriver chez toi, mais là, tu fermes vraiment, tu n'ouvres pas la porte, là, tu sais, tu dis, voici, je quitte telle date. OK. Et puis, tu vas voir la réaction. Moi, j'avais peur. Ouais. Je suis arrivé, j'ai fait ce qu'il m'a dit, puis la réaction, elle n'était vraiment pas celle que je m'attendais. Il m'a assis à la dactylo. Dans ce temps-là, c'était pas des ordinateurs. Et puis là, il dit, bon, ça c'est à moi, ça c'est à toi. Là. Fait qu'il faisait le partage des biens. Okay. Comme s'il attendait ça depuis longtemps. Ben, genre, tout, ça a été facile. Mais, tu sais, à l'époque, on était élevé avec le sens du devoir ou de la parole donnée. Puis ça, moi, mettons qu'on était au mois d'avril, puis j'avais décidé que je partirais le 1er juillet. Il n'était pas là, lui. Il était parti en voyage. Mais j'ai décidé de partir juste le 1er juillet. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui a décidé qu'il ne payait plus l'hypothèque. OK. Mais il a même contracté une deuxième hypothèque pour reprendre sa mise de fonds. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai eu des huissiers chez moi qui ont enlevé tous les meubles de valeur. Un jour, je suis venu pour rentrer chez moi, puis j'avais des scellés sur la porte. Fait que là... Comment on vit ça à cette époque-là? Comment on vit ça? Avec les enfants? J'avais 2 enfants dans chaque main. J'avais un diplôme d'infirmière, 4 ans et 7 ans. Tu as gardé la garde ou garde partagée? Garde partagée, tu dis? Pas de pension alimentaire. Il m'a mis dans la rue. C'est ça qu'il m'a dit d'ailleurs, je vais te mettre dans la rue. J'avais un diplôme d'infirmière. J'ai quitté la maison, je suis allé chez des amis, me louer un petit 2,5. Et puis là, j'ai jamais touché ma pension. La loi elle protégeait pas les femmes encore. Alors, quand j'ai demandé à ce qu'on me paye la pension, la seule chose que j'ai eue du gouvernement, il m'a envoyé 2 hommes le matin à 6 heures pour voir s'il n'y avait pas un homme couché en dessous de mon lit ou dans ma garde-robe. Puis j'ai jamais entendu parler de la pension. J'ai jamais revu le monsieur. Les enfants non plus. Donc, tu te retrouves d'un milieu assez aisé à 1, 2,5. Divorcé, à une époque où c'est pas... C'est pas accepté encore. 2 enfants qui ont une mère monoparentale. Exact. Et puis là, je suis obligé de travailler parce que je deviens soutien de famille. Fait que là, tu retournes comme infirmière? Comme infirmière. Je travaille en salle d'opération. OK. De garde aux 2 jours, qu'est-ce que je fais?
Fait que là, je commence à réfléchir, ben, que ferait un homme à ma place, puisque je deviens le soutien de famille? Bon, j'ai dit, il ferait garder les enfants la semaine, il verrait les fins de semaine. C'est ce que j'ai fait. Puis là, je suis allé faire mon bac, ma maîtrise à l'université pour avoir un meilleur salaire, parce que pour avoir un poste de direction, ça prenait vraiment des diplômes. Et je suis devenue directrice de soins pour les hôpitaux. J'ai toujours eu des postes. Le Seigneur m'a toujours donné des postes assez prestigieux, mais au niveau émotionnel, j'étais dysfonctionnel. C'est quoi l'impact sur la famille? Ça ressemble à quoi à la maison? C'est pas moi qui ai élevé mes enfants, c'est des gardiennes. Et puis, ça a fait une séparation de contact avec mes enfants, tu comprends? Parce que je les avais juste les fins de semaine. Des déchirements à chaque fin de semaine parce qu'ils voulaient rester avec moi, puis je pouvais pas, parce que personne ne payait mon loyer, là. Et puis, des choses comme ça. Fait que c'est là où j'ai commencé à comprendre que pouvait saisir un enfant de 4 ans, 7 ans, au moment où ils vivent quand même dans l'opulence. Du jour au lendemain, le père n'est plus là, la mère s'en va travailler, elle les fait garder, alors que normalement, je restais à la maison. On avait une grosse maison, donc un petit appartement. Et puis là, ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai compris les blessures émotionnelles. J'ai commencé à étudier, à approfondir les blessures émotionnelles, la culpabilité, la honte, la peur, la colère et tout ce que tu veux. J'ai pris ma concordance, j'ai lu tous les versets par rapport à ces choses-là. Tous les cours qui se donnaient là-dessus, j'allais les faire. Ça, c'est avant de devenir chrétienne. Non, j'étais chrétienne, moi. OK, fait qu'on est déjà rendu là. Okay. Moi, ouais, ben là, c'est parce que tu me parles de mes enfants. Non, j'étais pas chrétienne, excuse-moi. J'étais pas chrétienne, c'est vrai, là, j'ai sauté 10 ans. Fait, mettons, on revient 10 ans en arrière, parce que je t'entends décrire la situation familiale. 71. Okay. Je quitte. Je t'entends décrire la situation familiale, puis c'est drôle parce que ce que j'entends, c'est femme professionnelle, diplômée, intelligente, avec des enfants, puis aujourd'hui... Fonceuse, mais aujourd'hui, c'est comme le rêve. C'est ce que tout le monde... C'est ce que j'entends beaucoup de femmes, que beaucoup de femmes pourchassent. C'est ça l'idéal féminin. Ouais. C'est ça la chose à faire. Puis, ben, les enfants, je les ai pas vus beaucoup. C'est la gardienne qui s'en occupe. Puis aujourd'hui, j'entends beaucoup, c'est pas tant grave. Avec le recul... Moi, je dis c'est très grave. Si je recommençais aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, je ne ferais pas ça. Mais on n'avait pas la fameuse, comment t'appelles ça, là, le BF. Là, l'aide sociale. On n'avait pas ça dans mon temps. C'était le secours direct quasiment après-guerre, là, tu sais. Hey, dans ma famille, moi, aller sur le bien-être social, là, ça aurait été une honte. Comprends-tu? Le paraître, hein? Oui. Ça se faisait pas. Mais, donc, aujourd'hui, jeune femme, jeune mère, qui, pour ça, sa carrière, priorise les résultats dans la carrière, la famille, du temps passé avec les enfants. Comment on balance ces choses-là? C'est difficile. C'est très difficile. Mais tu sais, il y a des maris aujourd'hui qui vont collaborer. Okay? Si tu as un mari qui partage les tâches, par exemple, qui garde les enfants, mais moi, mon mari ne faisait rien pour les enfants. Hein? Fait que ça, c'était plus difficile. Mais quelqu'un qui fait ça, peut-être que tu peux arriver à travailler. Peut-être à temps partiel, ça sera encore mieux, tu vois, qu'à temps complet. Mais personnellement, aujourd'hui, je pense que je ne ferais pas plus que 2 jours semaine si je travaillais, là, tu vois, pour être avec mes enfants plus souvent. Mais ça demande que tu aies un soutien quand même financier. C'est sûr. Fait que si tu n'en as pas, tu es obligé d'y aller, tu peux rien faire d'autre, tu sais. Fait que tout est relatif, hein? C'est la famille, c'est le partage des tâches, c'est les besoins. Mais tu sais, on n'a pas besoin de 2 salaires, ça c'est fou, là, parce que rendu à mon âge, qu'est-ce que tu fais? Tu te débarrasses. Moi, ma question, ça serait l'impact pour les enfants de ne pas avoir grandi avec un père. Ouais. Ça, je vais te le dire. Pour un enfant, pas grandir avec un père, moi, j'ai découvert, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, que quand je regarde les enfants, ceux qui n'ont pas eu de père ont de la difficulté à avoir des relations affectives saines, tu vois. La fille qui n'a pas eu de père, elle se lance d'un premier
bras du gars qu'elle n'a jamais connu. Et là, Elle n'a pas eu son père. Puis le gars, lui, il n'a pas assez d'affirmation. Puis il va peut-être devenir, en tout cas, se rebeller probablement, tu vois. Et puis ça, c'est très mauvais parce que ça fait un déséquilibre dans la vie. Alors que normalement, un couple, les deux devraient être au service des enfants. Mais il y a un autre facteur. C'est que si tu parles des blessures, par exemple du divorce sur les enfants, les blessures émotionnelles, on parle très peu de ça dans la société. Quand tu vois la violence qu'il y a là, aujourd'hui, elle existait dans mon temps aussi, mais elle est de plus en plus forte et de plus en plus jeune, la violence. Parce que les jeunes commencent à tuer même à 10, 13 ans, j'ai entendu dans certains histoires. Fait que l'enfant, le gars surtout, parce que lui, il ne parle jamais de ses émotions. Les filles, on a quand même l'habitude de se confier à d'autres filles, là, ou de parler ou de pleurer ou quoi que ce soit. Mais les garçons, on les empêchait de pleurer. Ouais, mais t'es vu comme faible. Ouais, c'est un signe de faiblesse ou un manque de virilité. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu une identité, tu vois. Puis, si le jeune n'aimait pas le sport, il était tout de suite catalogué comme différent ou comme homosexuel. On se disait qu'il était homosexuel alors que c'était faux, là, tu sais, c'est juste des fois des artistes, tu sais, ils étaient simplement différents. Alors ça crée beaucoup de problèmes. Puis les garçons ne s'expriment pas suffisamment sur ce qu'ils vivent. Combien de ces choses-là sont spécifiques, mettons, à ton fils, que tu as observé ou en rétrospective? Je te décris mon fils présentement, tu vois. Mon fils, c'est que tu gardes, tu refoules tes sentiments, tu refoules ta colère pour faire une bonne impression sur le monde. Et si tu refoules un jour, ça sort. Bon, mon fils, c'est un petit garçon, quand même, qui était très responsable. Déjà, à l'âge de 12 ans, quand j'ai acheté ma maison, qui sont revenus à la maison vivre avec moi, là, il avait 12 ans, ma fille avait 9 ans. À ce moment-là, il s'occupait, j'avais même pas besoin de lui dire de faire le déneigement ou le gazon. Il faisait même mes petites réparations mineures dans la maison. Il était habile dans ça. Parce que mon fils était voué pour être un ingénieur. Tu vois? Il avait toutes les qualités requises pour devenir un ingénieur. Puis moi, j'étais certaine qu'il était pour devenir un ingénieur. Mais mon fils était blessé émotionnellement. À l'âge de 14 ans, j'avais décidé de mettre une image paternelle. Un homme, en tout cas dans la maison. Je n'ai pas vécu avec d'autres hommes, là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas vécu ma vie, là, mais j'avais pas d'homme dans ma vie à la maison. Mais par contre, j'avais fait appel à une association de grands frères. Oui. Alors, je me disais, ça va être bon pour lui d'avoir l'image d'un homme, tu sais, qui va lui montrer. Malheureusement, la police est arrivée chez moi un jour pour me dire que le grand frère est en prison pour attouchement sexuel chez des jeunes garçons. Mon fils avait 14 ans. Donc, on dirait que toutes les images masculines qu'il y a eues, c'est des mauvaises images. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je lui ai demandé, est-ce que tu veux un autre grand frère? Peut-être qu'il y en aurait eu un autre. Il dit non. Et là, il ajoute, c'est pas la première fois que je perds un ami. Là, tu tombes dans ce qu'on appelle l'attachement et le détachement. Le détachement de tes attachements. Fait qu'il a vécu ça très tôt. Pourquoi? Parce que je l'ai déplacé. J'avais une famille ils sont restés 4 ans. C'était une famille de Français. Il y avait un attachement. Le monsieur est tombé malade, donc il ne pouvait plus garder. J'ai été obligé d'échanger. Puis c'est un peu l'histoire des jeunes en DPJ, tu sais. Alors, tu détaches d'un milieu, puis ils ont des amitiés. Tu détaches d'un milieu. Tu détaches de leurs amis. Moi, c'est ma réalité. Moi, c'est comme ça que j'ai mauvais. Ouais. Changement d'école à chaque année, à chaque 2 ans. Déménagement presque à chaque année. Des fois 2 fois par année. Donc, je me reconnais absolument dans cette réalité. Oui. Alors ça ne te donne pas une base pour être capable de développer des relations stables. Tu vois?
Pourquoi? Parce que tu es toujours en mode recherche. Tu recherches même ton identité. Ben, je pense que pour moi, en tout cas, mon expérience, c'était beaucoup ça. C'était que je me disais, cette personne-là va partir. Donc, tout devient rapidement transactionnel parce que les gens sont là pour une période seulement. Fait que tu te dis, bon, ben, pendant qu'elle est là, je vais en profiter parce que tantôt, elle va être partie de toute façon. Fait que, qu'est-ce que je peux aller chercher? Qu'est-ce que je peux prendre là-dedans? Tu sais, pour moi, c'était beaucoup ça la dynamique. C'est particulier, hein? Alors ça développe, en tout cas, des perceptions. Moi, je pense, en tout cas, que les perceptions qu'on a, ça vient de notre mode de vie, là, mais ça influence nos émotions par la suite, tu vois. Puis les perceptions, quand tu es toujours trimballé comme ça, ben, tu te dis, on m'aime pas, je suis mis de côté, tu as de la misère à croire en l'amour, tu sais. Tu te sens rejeté. C'est tous des sentiments négatifs, finalement, tu sais. Puis tu n'as pas appris à gérer tes émotions. Fait que qu'est-ce qui se passe? Puis c'est là le grand problème de la violence. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu as des gens qui te disent des choses qu'ils ne font pas ou qui te font des choses qui te font mal? Tu commences à avoir un désir de vengeance à l'intérieur de toi. OK? Tu as des frustrations, des déceptions. Puis ce désir de vengeance, ça s'appelle l'amertume. C'est ça. L'offense. Puis qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes dans Éphésiens 4, 21, ça le dit, hein? Rejeter toute amertume. Parce que l'amertume, si tu la nourris, tu vas développer de la colère, tu vas commencer à avoir des éclats de voix, ça va t'amener dans la haine et ça va t'amener à faire des meurtres. Et c'est vraiment une pente ascendante pour la haine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est là où le pardon entre en ligne de compte. Tu sais, quand Jésus dit « Père, pardonne-leur leurs offenses, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. » Donc, dès la minute où tu as cette déception, cette frustration, puis qu'il y a le sentiment d'amertume, et là, c'est là où il faut renoncer à son ressentiment. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas nourrir la colère. Si tu l'arrêtes et que tu demandes au Seigneur de te pardonner tes pensées ou ton désir de vengeance, il va te pardonner, tu comprends? Puis il va te donner même la force pour changer d'attitude par rapport aux gens. Mais souvent, je pense, par rapport au pardon, je pense qu'il y a des gens qui disent, c'est ouais, mais tu sais pas qu'est-ce que ta personne-là m'a fait, puis c'est impardonnable. Ma question serait, est-ce que tu penses que c'est possible de pardonner sans le Seigneur? Personnellement, je pense que c'est difficile. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Ben, je vais te raconter mes pardons à ce moment-là. Je pourrais parler de mon fils, tout m'a fait. Avant qu'on se rende là, moi, je suis juste curieux de l'aspect, parce que c'est quelque chose que j'ai pris conscience, puis là, tu nous en parlais, le père était algérien. Ouais. À quel point est-ce que tu penses... Tu sais, moi, je suis né en 82, fait que je suis dans une autre génération, mais le racisme est encore beaucoup plus prévalent à mon époque. Aujourd'hui, ça existe encore, mais presque plus. 20 ans avant moi, ça a dû être difficile, là. Oui, la radicalisation n'était pas là, mais on avait d'autres choses. Moi, j'habitais à Côte-des-Neiges, parce que je travaillais à Côte-des-Neiges, puis j'avais pris un appartement juste à côté pour avoir justement mes enfants, mais pas trop loin. Ils venaient me voir à l'hôpital. Il allait justement dans cette fameuse école de Saint-Pascal-Bellon, dont on parle aujourd'hui, là, avec la radicalisation et tout, là. À l'époque, il y avait 38 nationalités différentes à ce moment-là. Déjà, OK. Déjà. Ça, on est rendu en 60 et... Quelle année, là? 115. OK? 38 nationalités différentes. Puis mon fils, évidemment, avait le nom de Garbi. Il s'appelait Gamil Garbi. Là, on lui disait, de quelle nationalité es-tu? Et ça le dérangeait. À 14 ans, il m'a demandé un changement de nom et de prénom au niveau légal. Et je lui ai offert ça comme cadeau d'anniversaire. Et c'est lui qui a choisi de s'appeler Marc Lépine. Il a appelé mon nom à sa mère. avec le Lépine. Puis le Marc en question, c'était un meilleur ami de mes amis à moi qui était bon pour lui. OK. Tu vois? Donc le modèle masculin qu'il y avait, c'était Marc. C'était Marc. Et puis Lépine, ben, il a pris mon nom. Malheureusement, j'aurais aimé mieux un autre parce que ça m'entraînait beaucoup de problèmes avec ma propre famille, tu vois. Mais disons que c'est ça. Puis ça a changé sa personnalité aussi. Ah oui? Ouais. Il a changé de personnalité.
Il était plus le petit enfant doux, il était l'enfant secret. Mon fils était quand même différent des autres garçons. Il était très fort, même en 1980, au tout début des ordinateurs. Il avait déjà son ordinateur, puis il était très fort là-dedans, en électronique, en tout ce que tu veux, et en mathématiques. Mais moi, les ordinateurs, à l'époque, je connaissais rien, je ne pouvais pas exercer de surveillance. J'ai découvert, malheureusement, plus tard, qu'il écoutait beaucoup de films violents. Mais le grand frère en question, c'était un Allemand. C'était un ingénieur. Et je pense même qu'il était dans le mouvement naziste, des nazis. Alors, mon fils a eu un enseignement là-dessus. Tu comprends-tu? Et puis, il connaissait la Deuxième Guerre par cœur. Alors, j'ai l'impression que ça a changé aussi sa personnalité, tu vois. Mais comme il ne parlait pas, c'était difficile de savoir. Et puis, comme il n'y avait pas énormément d'amis, il y avait quelques amis, mais c'était des amis comme lui là, qui aimaient les mêmes affaires, mais très peu, mais des amis fidèles. Alors, c'était différent. Puis, il était très secret. Il était le seul garçon dans la maison, évidemment. Donc, très prude aussi, tu sais. C'est difficile à savoir ce qu'il y avait dans sa tête parce qu'il n'en parlait pas. Amène-nous, mettons, 1989. 1989. Avant ça, j'ai accepté le Seigneur en 81. OK. 81. Donc, ça, quand même, là... 89, ça, c'est l'année de la... Oui. OK. 81 à 89, j'étais une fille qui était très zélée pour le Seigneur. J'ai été à l'école biblique parce que là, je m'embarquais dans quelque chose que je connaissais pas. Fait qu'il fallait que je connaisse. Je suis une fille qui étudie, tu sais, puis je voulais pas me faire avoir. Fait que là, j'ai été faire ça. Puis à l'époque, j'ai fait beaucoup d'études. Je faisais ça. À l'époque, ils nous donnaient des petits fascicules. On faisait ça à la maison. Puis j'avais quand même 2 enfants. Et puis, on faisait corriger ça par direction chrétienne. C'est comme ça que j'ai vraiment approfondi ma connaissance de Romains, par exemple, parce que c'est des livres bibliques qu'on étudiait, puis comprendre c'était quoi le salut. Autrement, je ne comprenais pas, tu vois. Comment ça s'est passé? Parce que là, explique-moi comment on te présente le Seigneur, comment ça se passe que tu donnes ta vie au Seigneur? Ah ben ça, écoute, c'est par un ancien gars que je connaissais. OK. Que je ne savais pas qu'il était rétrograde. Je connaissais rien à la religion. Tu veux dire... Mouvement évangélique. Ça veut dire que c'était un gars qui était chrétien de famille, mais qui était éloigné du Seigneur. Okay. C'est ça que je l'ai connu. Alors, un jour, il me dit, je retourne en Suisse, et je retourne en Suisse pour faire l'école biblique. Il vend sa maison, vend son condo, l'âge de sa vie qu'il menait, là, tu sais. Et puis, il s'en va là-bas. Alors, là, il m'écrivait, puis il voulait m'évangéliser, tu sais. Fait que c'est ça. Mais moi, j'ai été religieuse. Fait que les versets, je les connaissais, tu comprends-tu? Mais je ne les avais pas approfondis là, dans mon cœur, mais je les connaissais intellectuellement. Alors, bon, je l'écoutais. Je n'étais pas contre, là. Je l'écoutais. Puis là, il m'invite, lui, pour aller en Suisse. C'était pour la fête de Pâques, je pense. Okay. Mais tu sais, aller en Suisse, ça me tentait pas, là. Mais moi, je pensais qu'il y avait des intérêts pour moi, pour le mariage. Mais j'étais complètement à côté de la traque, là, tu sais, mais je pensais ça, tu sais. Alors, je dis non. Arrive l'été, il invite mes enfants à aller dans un camp biblique. Il payait tout, là. Alors là, j'avais juste le billet à payer. Fait que j'offre ça à mes enfants. Mon fils, 14, ma fille, 9 ans. 11 ans, plutôt, à ce moment-là. Mon fils dit oui. J'ai dit, hey, par exemple, il faut t'apporter une Bible. Tu sais, on n'avait pas ça, les Bibles encore. Fait que j'ai dit, il faut t'apporter une Bible. Puis ma fille a dit non. Fait que là, je remplace ma fille par mon neveu. Les 2 petits gars sont allés en Suisse. Mais mon neveu, c'était une erreur. Parce que mon neveu, lui, il ne voulait rien savoir de la foi. Et puis mon fils aurait été probablement plus influencé, probablement. Mais ils se sont fait mettre à la porte de l'école. Non. Ben oui, du camp, parce que mon neveu était trop dissipé, là. Puis là, ils sont restés chez le frère de Gilbert, qui était quand même en Suisse. Puis longtemps après, moi, je suis retournée en Suisse, puis chez eux, puis elle m'a dit que mon fils était quand même très avenant, très affable, qui était capable, tu sais, d'être bon, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux.
on vit les choses comme ça, hein? Puis il faut réparer après. Mais quand il est revenu, lui, de Suisse, mon fils, là, il recevait des enseignements, je le quitte. Puis longtemps, ben, tu sais, moi, après, je suis devenue chrétienne. Fait que c'est sûr que là, je les amenais à l'église, mais je vous dis, les églises étaient plates. Ah oui? En 80, là, les enfants, cherche-les, là, tu sais, cherche-les, là. Ouais, À quelle église? Ben, à l'époque, c'est que, Ouais. j'étais à l'église chrétienne et missionnaire, puis j'habitais à Pierrefonds. OK. Alors, c'était une église anglophone, mais il y avait une petite section francophone. Mais tu sais, il n'y avait pas d'enfants, là. Tu sais, on commençait le mouvement évangélique au Québec. OK. Fait que, il y avait, la musique était claire. Tout était clair. Tu sais, même les pasteurs. Excusez-moi, je suis Oui, c'est ça. Je suis très direct, là, tu sais, mais... Fait que ça n'a jamais accroché nécessairement ton fils. Ben non. Quand il y avait de la bouffe, il venait. Ouais. Ma fille, des fois, servait dans les mariages, parce qu'à l'époque, les mariages, on faisait ça à l'église, puis on faisait des sandwichs, puis ma fille, elle venait aider, tu sais. Mais, puis je me servais de ma fille, parce qu'on faisait des cours pour apprendre à évangéliser, puis elle connaissait toutes les réponses, là. OK. Tu sais? Ah oui, elle était même meilleure que bien des chrétiens, tu sais. Quand on jouait aux jeux bibliques, là. Mm-hmm. Tu sais. Mais c'était tout intellectuel, tu sais. C'était pas une affaire de cœur. Alors là, c'est ça. Et puis, ce que je faisais, comme il y avait des missionnaires qui passaient, fait que tous les jeunes missionnaires, je les invitais à coucher chez nous pour qu'ils puissent avoir un contact avec mes enfants. J'avais une grande maison, fait que là, je faisais beaucoup de rassemblements le dimanche, chez moi. Il était très gentil avec les chrétiens. Mais tu sais, je veux dire, ça n'a pas accroché, là. C'était difficile d'établir des relations. Très. Puis c'était difficile de comprendre la foi chrétienne. Oui. Parce que c'était pas vraiment enseigné. C'était pas adapté pour les jeunes. C'était pas adapté pour les personnes âgées non plus, ou pour les autres, mais comme j'étudiais, j'allais dans les livres d'études de la Bible. Alors, c'est comme ça que j'ai appris. C'est pas par les gens, là, c'est par vraiment mes études que j'ai reçu à un moment donné la révélation, là, tu sais, de c'est quoi accepter le Seigneur. Puis pour revenir à la marque, ce qui me trottait dans la tête tantôt, c'est... Parce que de ce que je comprends, c'est que la fusillade, il y avait une amertume envers les femmes. Mais tu as mentionné tantôt quand il était jeune, il était fâché envers les hommes. Tu sais, parce qu'il n'y a pas eu une présence. J'ai jamais dit qu'il était fâché. Pas fort. J'ai pas dit qu'il était fâché contre les hommes. Ben, son père peut-être. Blessé. Ben oui, blessé. Mais ma question, c'est comment ça s'est transformé de genre blessé vers les hommes puis fâchant vers les femmes? Moi, je pense pas qu'il était fâché avec les femmes. C'est sûr que ça, c'est... Ben, du film, c'est ça que j'ai compris. Oui, c'est ça que je te dis. Puis la même chose qu'ils ont dit, tu sais, quand tu écoutes quelque chose à la TV, il ne faut pas tout croire. Oui, exact. Hein? Puis il faut interpréter. Mon fils aurait aimé avoir une blonde. Mais comme je t'ai dit, il était différent des autres garçons. Puis malheureusement, il y a eu un moment donné où il y avait de l'acné. Et puis ça, là, c'est mortel, là. Les enfants sont sévères, hein? Puis les filles étaient sévères aussi pour les gars qui avaient de l'acné, là, tu sais. Fait que, tu sais, il faut se placer dans le contexte. Il aurait voulu avoir une blonde, mais peut-être qu'il ne savait pas comment faire. Même se raser, il ne savait pas comment se raser, tu sais. Puis il avait une peau sensible, fait que malheureusement, tu sais... moi, c'est pas des affaires que je pensais lui montrer, là. Je me suis jamais rasé de ma vie, là. T'sais? Mais tu sais, c'est des détails que tu vois après, que tu n'as pas vu pendant que tu évolues, tu sais. Mais ça, c'est ses amis qui me racontaient qu'il y avait une fête à son école, puis son ami, il dit, ben rase-toi, tu sais, mais il avait pris juste du savon pour se raser, puis il était devenu de la peau toute rouge. Ça ne l'a pas aidé, tu sais. Fait que c'est des niaiseries, là, mais c'est des choses comme ça. Tu te fais écœurer, puis ça reste. Ouais. Mais par contre, parce que j'ai rencontré beaucoup de monde après qui me parlait, à l'école, il y avait une fille qui était amie avec lui, et puis qui me disait qu'elle discutait souvent avec lui, mais il n'y avait pas la façon de faire. Tu comprends? Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup de gars encore comme ça. Tu sais, vous pouvez les voir, là. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment approcher une femme. Puis lui, ben, comme il était très cérébral, il parlait de mathématiques.
puis d'ordinateur. Qu'est-ce que ça intéresse les femmes? Ouais. Mais regarde, Ben, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, je te dis. mais c'est les gars cool qui jouent au hockey. Parce que moi, c'était ça. Ben, c'est ça. Ouais. Il n'était pas sportif, lui. Pas dans ces domaines-là. Mon fils, c'est plus intellectuel que sportif. Tu vois? Fait que ça ne l'a pas aidé, je pense. En tout cas, dans le contexte du temps où on vivait, ça ne l'a pas aidé. Mais je pense qu'il aurait aimé trouver une femme. Puis je vais te dire même, là, on va parler de Polytechnique, mais je pense, puis moi, c'est ma façon de voir les choses. Je dis qu'il y en a une là-dedans qui aimait, puis qui l'a peut-être repoussé. Ben, si je me trompe pas, un incel, la définition, c'est un gars. C'est involuntary. Fait que c'est quelqu'un qui veut être en relation, mais qui ne l'est pas. Puis souvent, je pense à part d'un rejet d'une sœur. Ben, ou de rejet des femmes en général. Ouais. Tu sais, je veux dire, je pense que. Surtout, c'est ça, surtout dans la société dans laquelle on vit, tu sais, mais je pense peu importe quelle société. Tu sais, l'idéal reste quand même que tu veux trouver quelqu'un où tu veux te sentir désiré, tu veux te sentir aimé. Moi, ce que j'entends depuis tantôt, c'est ça, c'est son père qui part. Sa mère qui travaille. Il pense que sa mère l'aime pas. Si, ben c'est ça, sa mère n'est pas présente, bien qu'elle essaie du mieux qu'elle peut de s'occuper de la famille puis de donner un train de vie. Après ça, il y a de la misère à se faire des amis. Tu sais, on parle de crise identitaire, mais quand tu rejettes ton propre nom, tu sais, fait que déjà, il y a ça, ton identité, ben, il n'est pas 100% québécois. Fait que tu disais Garbi. Garbi, oui. Tu sais, puis à une époque où des Garbi, il y en avait moins qu'aujourd'hui, tu sais. Fait que, il y a toutes ces blessures-là, puis tu te dis, ben, puis j'imagine qu'il était beaucoup investi. Tu sais, là, je reviens à la Polytechnique ou d'autres. Mais il devait être investi dans cette idée-là d'être ingénieur, d'aller à l'école. C'est l'application. C'est ça. Ouais. Pour lui, c'est important. Fait que là, il vit ce désappointement-là. Ouais. Puis, il y a un autre facteur qui est beaucoup relié à aujourd'hui, là. Lui, il jouait beaucoup au joystick. Tu sais, les jeux, puis les jeux d'arcade, puis ça, il était très, très bon là-dedans. Mais tous ces jeux-là, là, c'est violent. Ouais. Et bon, que c'est violent. Puis vous autres, aujourd'hui, avec vos petits téléphones, là, toujours sur le téléphone, puis le téléphone, pensez que ça fait des bonnes de relations, ça? Ça fait pas de relations, ça t'éloigne du monde, tu sais. Puis qu'est-ce que tu regardes là-dessus? Tu cherches quelqu'un qui va te dire bonjour, tu sais, dans le fond. Moi, quand j'y vais dans l'autobus, je me dis, c'est pas de la grande spiritualité qui regarde là-dedans. Ouais, non. Alors ça, là, ça t'éloigne aussi des gens. Mais même, tu sais, on en parle souvent, mais la pornographie, là, tu sais, pour les hommes d'approcher des femmes après ça, quand tu consommes la pornographie à chaque soir, quasiment, puis tout, ça fait ce lien-là vraiment, vraiment plus difficile. Moi, je l'observe, tu sais, je suis avec Remnant, notre groupe de jeunes adultes, fait que 19-30. Puis pour une grande proportion des gens, le message que j'entends, autant des filles que des gars, c'est ben il n'y a pas de filles, puis les filles disent ben il n'y a pas de gars, puis je regarde, puis je dis mais comment vous n'êtes pas capable d'entrer en compte? Mais je pense que pour cette génération-ci, puis les générations qui s'en viennent, je pense que ça va juste s'amplifier, mais c'est de plus en plus difficile de bâtir des relations, tu sais, comme... Ouais. Ben aussi, c'est que tu vois... Tu sais, je me rappelle plus où c'est qu'il disait ça, j'écoutais de quoi, mais il disait... Aujourd'hui, on va voir plus de belles filles sur nos cellulaires à chaque jour que le monde, il y a 100 ans, voyait dans toute leur vie. Ils sont remodelés par l'intelligence artificielle aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que le virtuel prend plus la place que la réalité. Exact. Ça, c'est malheureux. Parce que là, tu penses que ça va être comme dans le virtuel. C'est pas vrai. Exact. Tu crois à un mensonge. Ben, c'est bien dit, ça. On est des êtres imparfaits, tu sais. Fait que tu n'auras jamais une fille parfaite comme ça puis qui va te faire tout ce que tu veux. Il va en avoir des chicanes, hein? Oui. Ben, des ajustements. Ben, puis la même chose chez les filles pour les gars. Tu sais, moi, j'entends les filles, puis c'est ça, ils veulent tout un gars avec une carrière qui fait 100 000, qui 6 pieds 3, puis qui a une barbe, tu sais. Ouais. Qui a une barbe. Ils ont toujours une barbe. Moi, ça me fait... En tout cas, ça, c'est une joke, mais je sais pas si c'est parce qu'elles sont chrétiennes, ils ont vu Jésus avec la barbe. Je sais pas c'est quoi, mais c'est tout... En tout cas, je fais exception à la règle. Oui, toi, t'aimes pas les barbes. Les barbus, c'est donc. J'aime pas ça, les barbes. Non, t'es pas une patte nice barbe. Non. J'aime pas le poil. C'est pas sérieux. Mais en tout cas, c'est ça, tu sais. Fait que...
pour en revenir à la tuerie, là. Avant d'aller à la tuerie, parce que je l'ai nommé, Ouais. toi, comment tu l'appelles à la maison? Marc? Ben, moi, j'ai toujours respecté ce qu'il voulait. OK, fait que ça fait... Il a changé son nom, il voulait que je l'appelle Marc. Ben, je l'appelais Marc. OK, parfait, c'est ça ma Hein? question. OK. Ben oui, je pouvais pas revenir. Ah, ben c'est ça, je me demandais, OK. Ah non, moi, j'ai toujours respecté leur choix quand même. OK. Ouais. Avec du recul, tu l'appelles. Parce que je sais pas pourquoi ça vient, mais comme ça me fait penser à quelqu'un qui change de sexe puis change de nom. Tu l'appelles, tu respectes quand même aussi le choix. Quand j'ai des souvenirs, j'aime mieux les souvenirs de Petit Camille que les souvenirs de Marc qui a changé sa personnalité. OK. Parce que Marc, j'avais pas de contact. OK. Il s'est mis une barrière entre lui et moi. Fait que ça, c'est mes souvenirs. Comme par exemple, moi, j'ai déchiré toutes mes photos. Ah oui. Ouais. Je les ai brûlées. Pourquoi? Parce que je voulais garder juste les bons souvenirs que j'avais déjà dans mon cœur. OK. Venons-y. Mettons, moi, j'aimerais ça faire comme un ramp-up à l'année. Fait que, tu sais, ça arrive à la fin de 1989. 1989. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'en ai parlé dans des épisodes précédents parce que le sujet est venu, mais moi, c'est le premier Moi, je suis né en 82, c'est le premier souvenir clair que j'ai. Je me souviens être revenu de l'école, de voir aux nouvelles, puis c'est décembre, il fait noir. Là, tu sais, tu viens, il est 4 heures, puis ma mère, qui était elle aussi féministe, là, tu sais, mais qui était comme choquée puis outrée par tout, puis qui m'expliquait ça, puis je parlais de ça en fin de semaine, puis il y a eu ça, puis après ça, la guerre du Golfe. Tu sais, moi, c'est les deux événements marquants de ma jeunesse. Moi, au 6 décembre, j'avais organisé 3 journées de formation pour les infirmières. On était dans un hôtel à Laval. Je reviens le premier soir, le 6, et j'écoute mes nouvelles, comme tout le monde. Et je vois cette tuerie-là. Je dis, ça se peut pas. Tu sais, j'étais bouleversé par l'événement. Et je me rappelle que c'était un mercredi. Pourquoi? Parce que j'étais chrétienne et j'avais ma réunion de prière. Quand je suis arrivée à la réunion de prière, j'ai demandé est-ce que l'on prie pour la maman de ce jeune garçon, sans savoir que je demandais la prière pour moi-même. Ce n'est que le lendemain soir, après ma deuxième journée de formation, que j'ai passé par le bureau, que là, 2 détectives m'attendaient. Et là, ma vie a basculé. C'est comme si le Seigneur voulait me préparer à recevoir des prières pour avoir la force d'affronter le lendemain. Puis qu'est-ce que j'ai entendu dans la journée du 7 par mes collègues infirmières? Quelle sorte de mère ça prend pour mettre au monde un monstre? Ça doit être une BS. Ça doit être une femme qui n'a pas d'éducation. Sûrement quelqu'un qui est sans dessin. Tu sais, tous ces mots qualificatifs. Toi, tu disais quoi? Moi, je les écoutais. Moi, c'était moi l'enseignante. Je les écoutais. Mais je n'étais pas portée à donner une opinion. Moi, j'étais bouleversée par l'événement. Bouleversée. Puis comment ça t'a pris autant longtemps? Hein? Comment ça t'a pris autant longtemps de le savoir? On est en 1989, ouais. Fait qu'il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas de Snapchat, il n'y a pas de Twitter, il n'y a pas de... Je sais pas. C'est instantané. J'étais à l'hôtel pendant 3 jours, fait que... ouais. Ah. Alors, c'est ce qui est arrivé. J'avais des nouvelles le matin puis à 6 heures, c'était tout. Fait que là, je suis au bureau, puis là, les 2 détectives me prennent en otage. C'est comme si je me sentais mise au banc des accusés. Parce que là, ils me prennent, ils veulent m'amener chez moi. Je peux plus conduire mon auto. Là, c'est eux autres qui m'amènent, qui me trimballent pendant au moins 2-3 semaines. Là, je peux pas, je ne m'appartiens plus. Est-ce que c'était par souci de protection? Oh, je sais pas. Moi, je pense que, je sais pas. Ils voulaient tout savoir, là, tu sais. Alors, là, ils m'amènent chez moi, ils voulaient une photo, mais j'ai pas de photo. On trouve une espèce de photo, là, où on est un groupe. Ils prennent ça, là, c'est gros de même, là, la tête, là. Puis ils t'agrandissent ça, puis ça a fait la photo laide que je déteste, qui est la seule connue. Tu comprends? Alors, pour moi, ça, c'est pas mon fils, mais en tout cas, les gens l'identifient à mon fils. Par contre, il y a une femme, l'autre fois, qui m'a dit, quand tu le regardes de proche, tu vois les yeux, quand même, qui parlent. Des yeux plus doux, tu sais? Mais la photo est pas belle. Ben, je comprends, tu sais, c'est des pixels. On parle de photos. Fait que là, tu me dis, il n'y a pas de photo de lui? Non,
J'avais pas de photo de lui, puis c'est la seule photo que j'avais parce qu'elle avait été prise, ça faisait pas longtemps. C'était un souper de famille, il était pas rasé. On avait mangé, puis on jouait à des jeux de société, puis qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il reste plus de... Sauf cette photo-là. Dans... Moi, j'en ai pas. Wow. S'il y a des gens qui en ont, ben là... Ils sont... Ouais. Et ça, c'est... J'en ai peut-être une quand il y avait 7 ans. Ouais. Wow. C'est une réalité complètement différente d'aujourd'hui. Complètement, mais en même temps... Oui, parce qu'on ne prenait pas tant de photos. Il faut les prendre, les développer, puis... Ouais. Mais je pense que ça parle à... Mais c'est parce que tous les albums photos que j'avais quand il était tout petit, mon mari, ils avaient tout apporté avec eux, avec lui. Ils avaient tout détruit. Fait que j'avais plus de photos de leur jeunesse. Puis moi, je suis pas une fille à prendre des photos. Mais moi, je pense à cet homme-là blessé, tu sais, qui avec le sentiment d'abandon, mais tu sais, le sentiment de ne pas exister puis de ne pas être important, puis tu sais, il meurt, puis il n'y a pas de photo. Il existe. Tu sais, c'est un... C'est là l'affaire. C'est un monstre presque... Ben, tu sais, moi... Tu sais, je veux dire, je me reconnais dans son histoire. Je me reconnais dans le geste. Moi, je suis allé à la même place, pas dans la même mesure, puis ça s'est pas actualisé, puis c'est pas sorti de la même façon, mais sans défendre le geste, là, tu sais, je veux juste être bien clair, mais je parle de la personne. Tu sais, il faut des blessures profondes pour arriver à une violence extrême. Il faut l'avoir nourri. Ouais. Alors, c'est ça. Fait que là, je m'en vais, puis après ça, il m'amène en criminel. J'ai jamais vu la police, moi. Puis là, j'arrive en criminel, il m'assoit là, j'ai un détective là, puis ça me fume au nez parce que ça fumait. Hein? Puis moi, j'avais arrêté de fumer, tu sais. Fait que ça n'a pas été long, j'ai dit cigarette, s'il vous plaît. Ouais. Et j'ai recommencé à fumer, tu sais. Oh là là. Puis là, tu sais, l'affaire qu'il y a, c'est qu'il te pose beaucoup de questions. Mais les questions, pour répondre à ça, il faut que tu utilises ton intelligence. Ton raisonnement. Toi, tu es en choc. Tu es dans le nouveau émotionnel. Moi, je dis émotion et rationnel, c'est deux routes parallèles. Puis les autres, ils te posent des questions. En quelle année? Puis ils veulent que tu comptes. Fait que moi, j'étais tellement exaspéré que je leur disais, bien, comptez vous-même, là, tu sais. Non, mais, tu sais, hey, c'est exaspérant. Il n'y avait pas de sensibilité à la femme qui était devant eux. Même pas. Ils m'ont pas demandé, là, c'est l'heure du souper. Avez-vous faim? Avez-vous soif d'un verre d'eau? Avez-vous besoin d'aller aux toilettes? Non, quand j'ai demandé pour aller aux toilettes, j'ai été accompagné, là. Ah oui. Ah, hey. Comme une criminelle. Comme une criminelle. Là, dans la salle, il y avait je voyais toutes les amies de mon fils. Je voyais ma fille. Je pouvais pas y parler. Pas influencer le témoignage. À quel âge ta fille à cette époque-là? À l'époque, il était pas de 2 ans et demi de moins. Mon fils avait 25, moi. 22. Okay. Alors là, je pouvais pas parler à personne. Et puis là, je te dis, là, c'est épouvantable. Après ça, ils me disent, on va vous reconduire à l'hôtel. J'ai dit, quoi? L'hôtel, jamais de la vie. Là, j'ai appelé mon pasteur. Moi, je vais est-ce que c'est ça? C'est quoi c'est-tu le désir de se cacher? Ben, l'hôtel... non, mais je veux dire, mais toi, là, tu dis... Non, c'est parce que j'avais eu une mauvaise expérience à un moment donné que je l'avais laissé une fois, puis j'étais allé me réfugier à l'hôtel, je mangeais pas, je faisais rien, tu sais. J'avais tellement peur, je sortais même pas de la chambre, tu sais, fait que j'avais cette image-là dans ma tête. Puis j'ai dit non. Puis là, ben, j'ai dit, non, j'ai un pasteur, moi, je savais qu'il y avait un sous-sol chez eux. Fait que j'ai appelé le pasteur à une heure tardive pour demander si je pourrais aller me réfugier là pendant quelques temps. Puis c'est ce que j'ai fait. Ça prend combien de temps avant que son nom sorte publiquement? Tu sais, puis que toi, tu sois associé. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'encore là, on est à une autre époque. Tu sais, aujourd'hui, l'information est instantanée, mais quand est-ce que tout le monde... Ben, le lendemain, je pense que c'est ça. Puis là, tout le monde savait que tu étais la mère du tueur. Alors, moi, je suis directrice... j'étais conseillère professionnelle à l'époque, ouais.
Puis là, j'ai eu 3 mois de congé, d'absence. Les assurances ne payaient pas plus que ça. Alors là, moi, j'avais ma fille. Il fallait que je protège ma fille, tu comprends bien? Alors, j'ai jeté mon dévolu sur ma fille. Je n'étais pas capable de faire mon deuil de mon fils, c'est bien trop public. Je ne pouvais pas retourner chez moi parce qu'il y avait des meutes de journalistes. Ça, c'était une autre affaire. Là, il a fallu que je me cache, puis que je me cache. Puis à un moment donné, j'ai eu quand même de mes employeurs de certains mouvements, parce que j'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible, j'étais dans le conseil d'administration, puis il y a des gens qui m'ont donné de l'argent. Puis là, j'ai pu m'envoler en Suisse avec ma fille. Vous êtes parti. Pour la cacher. Je prends une pause, je reviens en arrière. Cette soirée-là, chez le pasteur. Ouais. T'arrives, comment ça se passe? Dieu avait permis que j'ai un pasteur qui était criminologue dans son passé. On voit. Ce qui m'a aidé beaucoup, parce que le pasteur, lui, il avait la lucidité, il dit les 14 familles pourraient te poursuivre en justice, tu sais, pour de l'argent. Ben oui. Ah oui? Ben tiens, il aurait pu me poursuivre, tu sais. Ben tu sais, mon fils a tué leur fille. Oui, je comprends, mais je veux dire... Ah, mais enfin, le pasteur, il a vu ça comme ça, lui. Fait que là, il m'a amené chez un notaire, un avocat, avec ma fille, pour qu'on refuse l'héritage. OK, je comprends. Tu comprends-tu? Parce que là, on aurait pu être poursuivi. Remarque, l'héritage est devenu fort, là, il n'était pas fort, mais quand même. Puis là, ben lui est devenu comme sur la curatelle, fait que j'avais pas le droit de rien prendre dans la maison. Et puis, le pasteur, là, il fallait l'enterrer. Tu sais, tu penses aux choses, les premières affaires. Ouais. L'enterrer, ça voulait dire aller voir un salon funéraire. Fait que, il est quand même venu avec moi, ce qui m'a aidé. Mais là, on voulait garder ça secret. Parce qu'on ne voulait pas avoir tout le monde qui viendrait se venger, peut-être, là. Est-ce qu'il y a une peur réelle? Oui, il y a une peur réelle, puis pas seulement pour moi, la police aussi. Parce qu'à ce moment-là, malheureusement, l'agent funéraire, là, je ne sais pas s'il a ouvert cette trappe ou pas, mais en tout cas, disons que quand je suis allée là, moi, j'ai rien vu. Mais c'est l'ami de ma fille qui m'a dit ça par après. Il dit qu'il n'y avait pas d'autres morts dans le salon funéraire. Puis il dit les gens qui étaient là pour accueillir, c'était des policiers. Ouais. Fait que je l'ai enterré en cachette. Les seules personnes qui étaient là, c'était ma fille avec son ami, quelques chrétiens de mon église. C'est quoi l'émotion à ce moment-là? Je comprends le deuil. Est-ce qu'il y a de la colère? Mais là, tu es encore dans ton... Ben, il y a quatre émotions. La tristesse, c'est la pire, là. Après ça, tu as quand même la honte. Parce que là, le regard des autres est effrayant. Et puis, tu te dis, mais qui je suis, moi, là tu sais, j'ai plus de personnalité, j'ai plus d'existence, moi, là. Je deviens la mère de Marc Lépine, la mère d'un tueur. Ouais. C'est comme ça que les gens... nouvelle identité. Ma nouvelle identité, c'est l'étiquette, je dirais. Pas mon identité, même. Oui, c'est bien dit. La mère du tueur. Puis même dans l'église, la mère du tueur. C'est effrayant, tu sais. Ça, c'est dur. Ensuite, la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Quelles sont de mère que je suis? Pourtant, je me voyais pas tellement différente des autres. Puis j'avais donné tout ce que je pouvais dans ma vie. À quel point tu t'es investi dans le... Moi, ma mère s'est suicidée quand j'avais dit ça. Ah ouais, ben j'aurais pu si j'avais pas été chrétien. Je pense, tu sais, il y a des affaires, là. Je me dis, mais je me souviens d'une soirée en particulier. J'ai peut-être 11 ans. Je suis chez des amis, puis elle avait acheté des billets pour une pièce de théâtre. Puis ça me tentait pas d'aller à la pièce de théâtre. Je voulais rester avec mes amis, tu sais. Puis c'est une chose que quand elle est morte, je me souviens qu'il m'est revenu. J'aurais dû aller à la pièce de... Tu sais, j'aurais dû... Ouais. Mais tu peux pas prévoir ces choses. Mais c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est à ce moment-là, à quel point tu commences à te dire « Ah, mais j'aurais dû... » Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'es investi ou... Oui, puis moi, il y en a eu des affaires que je me suis dit, tu sais, j'aurais dû, parce que ma fête, c'est le 20 décembre. C'est arrivé le 6 décembre. Le 2 décembre, mon fils est venu à la maison, puis il me donne un cadeau.
Puis le cadeau qu'il me donnait, il savait que j'aimais c'était des pianistes chrétiens, les Barker Brothers. Puis il savait que je les aimais, puis il me donnait un CD des Barker Brothers. Puis là, mais je dis, pourquoi tu me donnes ça aujourd'hui? Mais parlant de te donner quelque chose, excuse-moi pour ma voix, dans le film, on voit qu'il te donne une lettre avant d'aller faire la suite. Est-ce que tu as reçu cette lettre-là? La lettre, elle me disait, je l'ai lue. Puis j'étais tellement en colère que j'ai tout corrigé en rouge, ses fautes d'orthographe. Ça a été mon réflexe. Mais elle n'était pas longue, la lettre, là. Tout ce que je me rappelle, c'était je te demande pardon, c'était inévitable, en tout cas, une affaire de même. Mais c'est que la police m'avait dit, dès que vous trouvez quelque chose, il faut venir nous le dire. Fait que la lettre, tout a été pris par la police. Tout. Et tu l'as pu? Non. Ben non. La police a tout ramassé. La police, quand je suis revenu chez nous 3 mois après, mon fils il avait mis les clés à la même place. Il était ordonné. Il avait mis les clés à la même place parce qu'il avait mes clés. Il avait mis les affaires de valeur que j'y avais données. Il avait mis ça dans ma garde-robe. Il avait mis ses bulletins scolaires parce que moi, l'éducation, c'était très important. Il voulait me montrer qu'il avait bien réussi. Et puis, la lettre était là. Mais dès que j'ai vu ça, il a fallu que j'appelle la police. Ça n'a pas pris 2 minutes, ils sont tous venus chercher. Je suis sûr de bien. Fait que dans le fond, lui, mettons le 5 décembre peut-être, ou le 6 au matin, toi, tu es à l'hôtel en train de faire la formation. Lui, il est retourné à la maison chez moi. Ouais. Puis, OK, bon. Ouais. OK. C'est le même. Et puis, là, je suis chez le pasteur, je me pousse, après ça, je reviens, puis il faut que je travaille. Parce que personne ne peut m'envoyer. Puis t'as-tu revu les infirmières qui ont parlé mal de la mère? Ben, c'est-à-dire que ça, c'était des infirmières qui étaient dans d'autres centres, mais disons que c'est pas celle-là, là, celle avec qui je travaillais. Ça faisait 35 ans que j'étais infirmière. Donc, j'avais quand même une crédibilité là, dans mon milieu. Et puis, je me suis tue émotionnellement. J'ai jamais parlé de Polytechnique quand je travaillais pendant 17 ans. Même pas en dehors. J'étais comme une taupe, là, ça m'appartenait. Je n'étais pas capable d'en parler. Fait que pendant 17 ans, personne ne m'a entendu parler de Polytechnique. Et puis, je travaillais, je faisais ma job. Je ne savais pas qui savait et qui ne savait pas, parce que les personnes qui me connaissaient d'avant savaient qui j'étais, mais les autres que je ne connaissais pas, je ne sais pas s'ils savaient ou s'ils ne savaient pas, mais moi, je ne parlais pas de ça. Alors, je faisais mon travail. Est-ce que les médias t'ont identifié à l'époque? Oui, certain. OK, donc Monique Lépine, mère de Marc Lépine. Oui. OK. Les journalistes étaient à ma poursuite partout. Ça fait une bonne liste. Peu importe. Partout, mais je n'ai jamais parlé à un journaliste pendant 17 ans. Qu'est-ce qui arrive après 17 ans? Bon, après 17 ans, ce qui arrive, c'est Dawson. Kim Vergil. Un autre meurtre. Et là... Je vais juste replacer. Fait que j'imagine 2006, selon mon calcul. 2006, il y a un gars qui s'appelle Kim Vergil qui est allé à Dawson puis qui a fait une autre tuerie comme ça. Il s'est mis à tirer du monde dans le... Dawson, c'est un cégep? Les filles aussi ou tout le monde? Je pense tout le monde. Ben oui, mais la seule chose, c'est que depuis Polytechnique, il y avait des mesures dans ces cas-là maintenant. Fait qu'il y a eu juste une personne qui va, Anastasia. OK? Puis il y en a eu d'autres qui ont été blessés, mais il y a eu moins de meurtres. Pourquoi? Parce que les policiers sont intervenus rapidement. Ça a été la seule différence, hein, c'est qu'en 89, il était très désorganisé. Ouais, ben oui. En 2006, il était un petit peu... Même mondialement, là, c'est ça. Parce que tu as 89 qui arrive, mais je ne pourrais pas te dire l'année, mais 95, 96, peut-être Columbine. La même chose, mais il y en a eu des tueries dans des écoles. Là, il y en a quasiment tous les jours aux États-Unis. Ouais. C'est incroyable, hein? Fait qu'en tout cas, là, c'est ce qui est arrivé. Fait que tu vois les choses après coup. Tu les vois pas sur le coup. Puis là, je me dis, c'est peut-être pour ça. Fait que là, moi, c'est sûr que tu es 14 jeunes filles.
Et puis, là, à un moment donné, les journaux rapportent qu'il a dit « Oh shit ». Quand il disait « Oh shit », c'est parce qu'il réalisait qu'il venait de faire un mauvais coup. Fait que là, il a dû réaliser qu'il se réveillait de... Peut-être qu'il était en psychose, moi, je ne sais pas, là. En psychose ou quoi que ce soit. Puis là, il réalisait que ce qu'il venait de faire. Puis c'est là sa dernière balle. Il est mort à côté de cette jeune fille-là que je suspecte qu'il aimait. Mais les policiers disent non. Pourquoi? Parce que c'est la fille d'un policier. Malheureusement, le père a trouvé sa fille morte dans la place. C'était tragique. Wow. C'était tragique. T'sais. Mais c'est parce que moi, je travaillais pour un employeur c'était son oncle. Et puis, je sais qu'il avait travaillé lui aussi pour gagner ses études. Là. Des fois, il travaillait dans les cuisines. Et puis, il connaissait les filles de la, tu comprends? Mais les policiers, non, c'est pas elle. C'est sa cousine, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ils veulent pas que je... Puis les policiers m'ont traité comme de la... Ouais, comme la mère d'un criminel. Ouais. Comme une criminelle. Comme une criminelle. Comme si... Parce que je disais quelque part où on disait Monique Lépine, la 15e victime. Ah, ça, c'est venu longtemps après. Ouais. C'est pas tout le monde qui réalisait ça. Là. C'est parce que j'ai jamais été invité aux célébrations des commémorations, je devrais dire, pas célébration, mais commémoration à chaque année. Tu vois, ça, c'était un autre aspect. Comme c'était les premiers meurtres de Syrie, le gouvernement fédéral en a fait la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Fait que moi, chaque année, j'entends parler de Polytechnique et de ce que mon fils a fait. Ça va être jusqu'à ma mort. Tu sais, Manny me parle souvent que, mettons, il y a l'étiquette d'un meurtrier, tu sais, puis les gens le voient juste comme un meurtrier. Mais tu sais, ils voient pas tout ce qui a mené au meurtre, puis l'enfant qui souffre, tu sais. Fait que, mettons, ça fait quoi de savoir que tout le monde parle de Marc Lépine comme le monstre? C'est que le monde ne voit que la dernière heure de mon fils. Mais moi, je vais juste faire une pause parce que tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais il reste un choix. Il reste une décision de laquelle je suis absolument imputable. Puis ton fils demeure absolument imputable de cette décision-là. Après ça, c'était quoi son état mental? Je pourrais pas en parler. Mais je pense que c'est toujours important de revenir à ça. Je vais parler pour moi. J'ai vécu des choses difficiles, mais en aucun cas, dans cette situation-là, je suis victime. Aucunement. Ça, pour moi, c'est toujours important de le nommer et de le dire haut et fort parce que ça ne se justifie pas. Tu peux avoir mal tant que tu veux, tu peux avoir été blessé tant que tu veux. Il n'y a aucune justification pour aller tuer quelqu'un. Non, c'est vrai. Ça, pour moi, ça, c'est clair, puis c'est indéniable, puis... Marc 7. Lisez Marc 7. Des Juifs qui demandent « Comment ça se fait que tu es ici puis ils ne se lavent pas les mains avant de manger? Ouais. » Bon, fait qu'est-ce qu'il dit, Seigneur? Ça vient pas c'est du dedans que ça vient, tu vois. Fait que si tu nourris des mauvaises pensées, ben attends-toi pas à avoir des bonnes choses qui sortent de là, hein? Alors, le input va aller au output, mais ça va être la même chose. Moi, je connais un pasteur qui disait si tu trembles dans le bouillon de poulet toute ta vie, attends-toi pas à d'autres choses qu'à goûter le bouillon de poulet. Tu sais, c'est normal, hein? Alors, c'est revenons à 2006. Fait qu'il y a la tuerie à Dawson. Il y a la tuerie à Dawson, mais là, je revis toutes les mêmes émotions. Okay. Que c'était pareil comme si j'avais été la veille, tu sais, que j'entendais la même chose. Moi, c'est tellement précis les premières 24 heures, là, comme je peux même pas les enlever, c'est imprimé en moi. Tu sais? Puis tu vois, les mauvais gestes de mon fils, ben, c'est moi qui en ai porté l'odieux. Ma fille aussi. Puis là, ben, Dawson, je prie. Mais je prie pour un sens à ma vie. Parce qu'il faut que je te dise que j'ai déjà ouvert des unités de soins palliatifs dans ma carrière, que je connais toutes les étapes du deuil, mais que j'ai jamais fait mon deuil. Mais je connais. Je sais les étapes. Capable de l'enseigner aux autres. Oui, mais je l'ai pas fait.
Mais là, ce soir-là, là, oh là 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 là. Alors, le lendemain matin, je prie pour un sens à ma vie. Ça, c'est l'étape du deuil après que tu as fait le ménage de tes émotions puis tu es prêt à prendre ton héritage. Alors, un sens à ma vie parce que là, je me disais, mais ma vie, elle rime à quoi? Et moi, j'ai toujours fonctionné par but, par objectif, puis tout ce que tu veux. Alors là, j'avais besoin vraiment de quelque chose de concret. Le lendemain matin, un journaliste, Harold Gagné, qui m'écrit, ça faisait 2 ans, lui, qu'il cherchait à avoir une entrevue avec moi. Je disais toujours non, 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 parce que lui connaissait le technicien dans mon église qui faisait Le son. le son. Alors, il m'envoyait souvent des mots, une entrevue, non. Je disais non, non, non. Ce matin-là, je savais, et le Saint-Esprit m'a montré que je serais à la télévision dans la journée. Alors, je suis arrivée à l'église, j'ai dit à la secrétaire du pasteur Claude, téléphone à TVA. Et puis là, je suis allée à TVA l'après-midi pour la première entrevue après 17 ans de silence. Puis ça s'est posé comment, ça? Très bien. Dieu était là. Comme, On a le courage. On appelle ça de la résilience, on appelle ça du courage, on appelle ça comme tu veux. Fait que là, évidemment, j'étais à visage découvert. Puis les journalistes, j'en ai qui m'ont écrit, comment ça se fait, vous avez choisi TVA, vous auriez dû choisir Radio-Canada, vous auriez eu une meilleure couverture. Aïe, aïe. Le Seigneur m'a donné un journaliste humain, compatissant, que je vois encore aujourd'hui. Et puis que j'ai bien apprécié. Et suite à ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que... Merci. On va mettre ça là. Ce qui est arrivé, ben, c'est que j'ai fait cette entrevue-là, puis là, ben, j'étais à visage découvert, les gens me reconnaissaient dans la rue. J'allais, puis j'étais dans les journaux, là. C'est-tu vous, ça, madame? Ben oui, c'est moi. C'est quoi la réaction? Parce que j'ai l'impression qu'il y a 17 ans quand même de peur, tu sais, à l'idée de confronter ça. Puis là, finalement, tu vis. C'est vous autres, vous évangélisez, hein? Vous êtes obligés d'aller vers le monde. Moi, j'ai pas besoin d'aller vers le monde, ils viennent à moi. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Les gens me regardent, puis encore aujourd'hui, des fois, je prends l'autobus. Êtes-vous Madame Lépine? Ben oui. T'sais? Alors, même ça la rue, tu sais, je me fais arrêter. Pourquoi? Parce que les gens, ça les a traumatisés. Il y a une stigmatisation sociale avec cet événement-là. Et quand ils me reconnaissent, les gens qui me reconnaissent puis qui osent me parler, c'est parce qu'ils me trouvent courageuse. Puis ils se demandent comment j'ai fait pour passer à travers tout ça. Fait que ça me permet de leur dire que je suis croyante, que Jésus m'accompagne, qu'il m'a donné la force. Mais au début de cet événement-là, j'ai reçu un verset biblique qui m'a aidé toute ma vie dans cette démarche-là. 1 Corinthiens 10:13. Ce qui dit aucune tentation. Mais tentation en grec, c'est aussi épreuve. Fait que moi, je dis toujours les deux. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il vous donne le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Alors, j'ai compris que je n'étais pas seul dans la souffrance. Jésus t'accompagne. Jésus te donne la force. Mais là, tu apprends à vivre une journée à la fois. À chaque jour suffit sa peine. Le Notre Père prend un autre sens. Donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin de passer à travers. Alors, tu ne fais plus les grands projets. Ta vie passée est faite. Tu ne peux plus changer rien. Mais là, tu vis une journée à la fois. Puis j'ai dit, ben si ah oui, mais j'ai eu une autre expérience avant que j'ai pas mentionné qu'il faudrait juste faire une pause parce que tu as nommé ce verset-là, puis moi j'adore beaucoup 10-12 qui vient après. Ah ouais. Que celui qui pense qu'il se tient debout prenne garde avant qu'il ne tombe. Exact. Puis je pense qu'il y a un beau message d'humilité là-dedans de dire je suis une bonne mère, je suis là ici, puis je suis comme ça, puis
On ne sait pas. Il y a quelque chose. Oui, parce qu'il y en a dans qui cette... pensent ça. Ben, on se pense tout. On se dit, ah, ben, moi, ça m'arriverait jamais. Tu l'as vécu. Mais... Puis il y avait une humilité là-dedans. Tu dis, tu es allé à la réunion de prière, on a prié pour la mère de ce garçon-là, de cet homme-là qui a fait cette chose-là. Mais c'est ça. Il y a une... Je trouve ça vraiment... En tout cas, moi, c'est venu me toucher parce que j'adore cette chose-là. Puis j'en parle souvent. J'ai souvent des jeunes adultes qui viennent, puis... Ce que tu disais tantôt, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais pas c'est quoi la douleur que moi j'ai vécue. Mais il n'y a rien qui nous arrive qui n'est pas comme... Fait que tu vas donner une traduction en française, mais qui parle de l'idée qui est commun à chaque personne. On vit chacun des souffrances qui sont communes. Ce sentiment de rejet-là, ce sentiment de honte-là. Tous les sentiments que tu as nommés, chaque personne les vit au quotidien ou hebdomadaire. Mais on passe à travers ces choses-là. Ouais. À ton niveau, c'est amplifié, mais wow. Mais il y a quand même 2 événements que j'aimerais relater parce que j'aurais pas réagi comme ça si j'avais pas vécu les 2 autres événements. C'est après, quand t'es né, mon petit gars, en 99, moi, là, j'allais prendre ma retraite. Puis là, j'ai dit, pendant que j'ai de l'argent, il faut que j'aille en Israël. Parce que j'avais besoin de marcher là où Jésus avait marché. C'était viscéral, là, tu sais. Puis j'arrive en Israël, et là, je me trouve au jardin de Gethsémani, et là, je suis profondément impacté par la mort de Jésus, par les souffrances de Jésus. Et là, alors que je réfléchissais, puis je pleurais, parce que j'étais à l'Église des Nations à côté, là, j'ai reçu un dépôt du Saint-Esprit qu'un jour, je témoignerai de son nom. C'est juste un dépôt. Alors là, je suis revenue dans ma petite église, parce que j'étais pas à Nouvelle-Vie à l'époque, j'étais dans une petite affaire à l'église, là. Et puis là, ben, à chaque fois qu'il y avait des journalistes qui rentraient dans l'église, c'est moi qui devais sortir, tu sais, parce qu'ils n'étaient pas capables de dealer avec ça. C'était trop gros. Alors là, j'ai dû faire énormément de changements dans ma vie. Premièrement, j'ai changé d'église. C'est une petite église. Puis là, j'ai été voir Claude Houd pour demander « Est-ce que vous me protégeriez si je venais dans votre église? » Puis là, j'étais anonyme dans l'église pendant 2 ans. OK? Et là... Sa réponse avait été oui. Parce que Claude avait dit oui. Oui, il avait dit oui. Et puis, il y avait juste les personnes en charge aussi qui savaient qui j'étais. Personne d'autre le savait. Et là, j'avais besoin d'être nourrie, mais pas achalée. Tu sais? Ouais. Alors là, j'étais là-dedans et puis personne ne me connaissait. Un jour, arrive une jeune femme, mais avant ça, j'ai eu une autre affaire. C'est qu'à un moment donné, j'étais à l'église, je pleurais. Moi, je pleurais du début à la fin dans le culte. Pas grave, mais je me disais, c'est écrit qu'on reçoit la guérison dans les chants, dans les louanges du peuple d'Israël. Alors moi, je me disais, je vais guérir quand même, tu sais, même si je fais rien. Puis j'étais là. Et là, je me sentais mourir de chagrin. Arrive au niveau du cou, plus capable de tenir ma tête. Je m'appuie sur la femme qui est à mes côtés. J'ai dit, si je tombe, laissez-moi par terre. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Je voulais mourir. Là, j'entends une voix, pas audible, mais profondément dans mon cœur, qui me dit, qui fait battre ton cœur? Pas une question qu'on se pose. On se lève le matin, on n'actionne pas notre cœur. J'ai dit, c'est toi, Seigneur. Là, j'avais 2 chemins, la mort, la vie. Pareil comme dans Deutéronome. Tu sais, la mort, la vie. Le Seigneur me dit, choisis le chemin que tu vas prendre. J'ai dit, je vais choisir la vie, mais à une condition, que je puisse aider des femmes qui, comme moi, souffrent en silence. C'était la condition que j'avais mise au Seigneur en 2001. En 2003, on a une femme qui arrive à l'Église Nouvelle-Vie pour prendre le ministère des femmes. Et moi, à l'époque, j'étais déjà retraitée, puis je travaillais comme bénévole à Action Nouvelle-Vie, dans la banque alimentaire. Personne ne me connaissait, tu vois. Fait que je me disais, c'est bon d'aider, là. Alors, Stéphanie Rieder, elle arrive, puis elle organise une journée
une conférence sur la colère, je pense. Comment gérer sa colère. Je m'en vais là. J'allais toujours à l'église. J'allais toujours prier à l'église, moi, avec les femmes, mais je sortais pour pas me faire connaître. Alors, je m'en vais là, et puis Stéphanie, elle a un PhD elle était en biochimie. En tout cas, elle était chercheuse à l'université dans des laboratoires. Puis elle arrête sa présentation, elle dit, je vais vous raconter la journée où j'ai eu le plus peur dans ma vie. J'étais dans mon laboratoire, puis les policiers sont venus nous dire, ne sortez pas de vos laboratoires. Il y avait un cessez-le-feu. Ah! Moi, j'entends ça. Évidemment, là, je n'écoute plus. Je dis, quoi, Seigneur? Tu veux que j'aille dire à cette femme-là qui je suis? C'est un gros dilemme. Finalement, elle finit sa conférence, puis je m'en vais devant. Puis là, ben, ça se dit en pleurant, là, parce que je n'avais jamais mentionné qui j'étais. Je suis la mère de ma clépine, là, puis elle a été traumatisée par ma révélation, là. Apparemment qu'elle n'a pas dormi pendant 4 jours après. Mais tu vois, le Seigneur avait déjà orchestré. Elle apprenait un ministère. Moi, j'avais toutes les qualifications pour l'aider. Alors, j'avais demandé d'aider des femmes. Elle m'était offerte sur un plateau d'argent. Parce que là, j'ai changé. Au lieu de travailler à la banque, je suis allée travailler avec Stéphanie. Je l'ai accompagnée pendant 7 ans. Je travaillais à peu près 3... Ben, j'étais bénévole, là, mais je faisais au moins 3 jours semaine. Beaucoup d'enseignement parce que j'ai quand même une maîtrise en enseignement. Et puis, on faisait tous les groupes de femmes qu'on a fait, des affaires, là, la vie renouvelée, puis tout ce que tu veux, puis les 12 étapes. Puis, en tout cas, on en faisait. Et j'en pense ça. organisait ça. Je pense on enlève le masque pour la première fois. Ouais. Un masque qu'on a porté parce qu'on a peur de ne pas être aimé. Ouais. Puis on reçoit de l'amour. On est accueillis, puis là, il y a comme... C'est là où la guérison s'est faite. Parce que le Seigneur a préparé le chemin, parce qu'il t'a donné ce qu'il fallait pour faire face au monde, tu sais. Ouais. Mais ça, c'était... il y a eu une autre expérience assez forte. En 2002, là, j'avais commencé, parce que là, il y a des gens qui ont su qui j'étais à cause de Stéphanie, là. Alors, la femme du pasteur, elle faisait la prière tous les mercredis matin. Et arrive le mois de juin, on finissait les prières. Et puis, en 2002, elle me demande si j'accepterais de donner mon témoignage pour la première fois. Mais moi, j'ai toujours obéi à ce qu'on me demande. Quand le Seigneur me demande quelque chose, j'ai appris à obéir tout de suite. Fait que j'ai dit oui. Là, j'ai donné mon témoignage pour la première fois, 60 femmes à peu près, dans un petit milieu protégé. Parce qu'il ne faut jamais aller à la télévision du premier coup. Il faut que tu commences petit, que tu sois vraiment affermi avant d'aller te présenter. Alors, j'ai dit oui. Et puis là, ben, il y avait quelques femmes qui savaient qui j'étais. En décembre, le pasteur Claude me demande pour aller témoigner à la Grande Assemblée. 2000 personnes, c'est pas la même chose. C'était un talk show. OK? Puis il m'avait protégé pas mal. Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais arrêté de dire que je m'appelais Monique Lépine. Toutes ces années-là, je ne prononçais pas mon nom. Parce qu'une fois, j'étais allée faire un cours à l'université, puis j'avais mis M. Lépine, comme je faisais. Puis une petite fille a dit « Hein? Marc Lépine? » Ah, j'étais insultée. Non, j'ai dit Monique Lépine. Puis j'ai quand même le sens de la répartie pour me protéger, là. J'ai dit non, Monique Lépine. Après 1 heure, c'est pas mal clair. Oui. Alors, j'ai dit, là, j'ai arrêté de dire Monique Lépine. Je voulais pas qu'on m'associe quand même. Tu sais, j'avais encore à travailler. Alors, je m'appelais Monique ou je m'appelais Madame Lépine. Puis des fois, dans d'autres circonstances, je prenais le nom de ma mère. Ouais. Juste pour me protéger, tu sais. Fait que ce soir-là, du 8 décembre 2002, le Seigneur me pousse à me lever. Je prends le micro et je dis à toute l'Assemblée, je suis Monique Lépine. À ce moment précis-là, je venais juste de déclarer que j'étais la honte, la culpabilité, c'était toute partie.
L'ennemi travaille dans la noirceur. Tu amènes la lumière qui se pousse. Puis j'ai jamais ensuite, je me suis jamais caché. J'ai jamais caché que je m'appelais Monique Lépine. Puis que j'étais la mère de Marc Lépine. Pas du tout, de Marc Lépine. Alors, je reprends les gens. Tu arrives vers la fin, pleine de vie. Je reviens à Jay qui te demandait de quelle heure tu avais arrivé. 87. J'étais dit, wow. mais puis je le comprends parce que je veux dire, j'ai vu des gens qui disaient, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 20 prochaines années? Ça fait 20 ans que je me promène à travers le monde pour donner mon témoignage. Et puis les gens, des fois, me disent, t'es pas tanné de dire la même chose? Ben écoute, non. Tant que le Seigneur me demande, tant qu'il y a des demandes, que ça peut aider les jeunes, je vais y aller. Ça, bon, moi, je suis sorti de prison, puis le verset que j'avais à cœur, c'était le Psaume 107:2. Que les rachetés de l'Éternel le dit. Ouais. Parce que si tu l'as vécu pendant 17 ans, si on marche puis qu'on dit rien, les gens disent, ah, ben la madame était fine. Ouais. Puis ils n'ont aucune idée de notre témoignage. On n'est pas là à dire haut et fort ce que Dieu a fait dans notre vie. Les gens ne peuvent pas le lire dans nos visages. C'est sûr, c'est sûr. Puis moi, j'ai fait la justice réparatrice quand même, là, pas mal, ça fait au moins 15-20 ans là, que je fais ça. Et puis j'ai fait des groupes, autant pour les femmes que pour les hommes. J'ai visité 12 prisons à date où je donne mon témoignage. Mais là, maintenant, je fais entrée libre à tous les jeudis soirs avec les ex-détenus ou les détenus qui vont sortir bientôt pour les aider à se réintégrer dans la société. Moi, je vais juste faire une pause, puis je vais en profiter pour faire la plug, parce que moi, je suis allé à l'entrée libre du pénitencier. L'aumônerie communautaire de Montréal, si les gens veulent faire de la recherche, mais s'investir, c'est très significatif dans la réhabilitation. J'imagine la justice réparatrice avec le CSJR. Oui. Donc, le Centre de services en justice réparatrice, si les gens veulent s'investir là-dedans, si vous voulez poser des questions, écrivez-le dans le chat, mais ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec vous puis de vous orienter. Mais il y a des choses qui nous réunissent ensemble puis qui nous guérissent mieux des fois que juste le système de justice. C'est ça. Puis la parole dit de s'occuper de l'étranger, de l'aveugle, de l'orphelin et des prisonniers. Alors, je voue ma vie à cette cause. Ben, moi, personnellement, Seigneur, je t'en remercie. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, j'étais au pénitencier, c'est l'aumônier Laurent Champagne qui m'a donné ton nom. OK. Puis je savais pas. Tu sais, c'est ça. Moi, je remercie le Seigneur pour ta vie que je connais un petit peu mieux maintenant, pour la personne que j'ai rencontrée, pour la force qu'il te donne. Je suis ému. Tu sais, j'ai été ému, mais... C'est bon. Les pleurs, il faut les laisser aller. Il y a encore un pasteur que je connais qui disait, les pleurs, c'est l'antigène du cœur. Si tu pleures pas, tu vas durcir. Tandis que si tu laisses aller, c'est un mécanisme naturel et Jésus a pleuré. Alors, ne soyons pas gênés de pleurer. Merci. Ben, c'est le plus court verset de la Bible, hein? Ouais. Jésus pleura. Ouais. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres de 2 mots. Je pensais que j'allais dire mais c'est celui le plus connu, oui. Tu veux-tu finir avec la prière? Oui, c'est quelque chose qu'on fait toujours, mais on invite les gens. C'est drôle, on est à... Mais j'en parlais comme ça, mais on est à des endroits différents dans nos vies, tu sais, mais des expériences différentes, mais Dieu a fait des grandes choses dans nos vies, puis on peut en témoigner chacun de façon différente. Je suis la personne qui a commis le crime, tu sais, le même crime qui t'a amené toute cette douleur-là. Moi, ma mère était morte. Ah, tu sais, mais il y a quelque chose de dans ces suicides-là. Ça vient juste de me frapper, mais moi, ma mère s'était suicidée avant que je remette le meurtre. Toi, ton fils s'est suicidé après le meurtre. Il n'y a jamais eu... Moi, j'ai jamais eu d'interaction avec... Ou ma mère n'a jamais eu à faire face à mon geste. Toi, tu n'as jamais eu un fils avec qui parler de ce qui s'était passé. Non. Ça pourrait être probablement... Il y a 15 jours, j'ai témoigné aux détenus. Puis je les ai amenés à penser à leur maman pendant mon témoignage pour qu'ils puissent demander pardon à leur mère si elle était décidée de le faire à petite posture. Alors, ça, c'est important. Puis l'autre chose que j'aimerais, parce que j'ai aimé ça aujourd'hui, moi, les différents âges, là, jeunes et vieux se réjouiront ensemble.
Amen. Dans nos églises, on est trop compartimentés, les jeunes, les vieux. Là. Moi, ça m'énerve, ces affaires-là. On devrait être ensemble, tu vois. Parce que moi, j'aime les jeunes. C'est ça qui me garde en vie. Tu sais, si j'avais juste des vieux à côté de moi, là, je périrais, je pense. Les jeunes, ça te ressource. Ça t'invite. Puis vous autres, vous avez des choses à apprendre. Des personnes plus âgées. Ben oui. Peux-tu dire plus fort? Tu as des choses, mon garçon, à apprendre. Ben oui, 100%. Plus âgées. Tantôt, quand elle dit Duplessis, là, j'avais pas entendu ça depuis ma grand-mère. Ben oui, mais je pourrais être ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. Ouais, je sais. Alors, c'est ça, la joie du Seigneur, mais on vous invite, si vous voulez, si vous passez des épreuves difficiles, je vais parler aux parents qui vivent des choses difficiles avec leurs enfants. Je vais parler aux enfants qui ont de la difficulté peut-être dans leur vie, puis qui ne se sentent pas accueillis puis aimés. Il y a quelqu'un qui t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils mourir afin que nul ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Amen. On accepte Jésus comment? En le croyant dans notre cœur, puis en confessant avec notre bouche. On le fait à chaque épisode. Fait que je vous invite à faire la prière avec moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Dans mon cœur. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es ressuscité. Et que tu reviendras bientôt. Et que tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et je vivrai pour toi. Et je vivrai pour toi. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Amen. Amen. La Bible dit, si tu as prié cette prière-là, 2 Corinthiens 5, 17, tu es une nouvelle création. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Pas besoin on en a parlé, de la honte, de la culpabilité, de toutes ces choses-là que l'ennemi utilise. Tu peux toutes les jeter à terre. Ça ne veut pas dire que les gens vont nécessairement avoir cette réaction-là. Mais je te promets qu'il y a une église quelque part où tu peux aller, où tu vas être accueilli, puis tu vas être aimé, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que ton fils a fait, peu importe ce que tes parents ont fait, tu vas être accueilli comme un enfant de Dieu parce que c'est ce que tu es. Amen. Je pense que ça fait le tour. J'ai deux petites dernières questions. Je sais que ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on tourne, là. Mais je vais t'aider. Est-ce que tu penses que le père est au courant? Le père, non, ben oui, il est au courant là, parce qu'ils l'ont cherché. Ouais, puis tu penses que c'était quoi sa réaction? Il habitait à Montréal. Les policiers sont venus chez moi pour me demander où il était. Ben, j'ai dit, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu depuis 72, finalement. Alors, j'ai dit, c'est votre job de les chercher, c'est pour moi qui va vous le dire. Hein? Fait qu'ils l'ont trouvé, c'est bien sûr. Et puis, quand je leur ai demandé, est-ce que vous l'avez trouvé? Ah, c'est pas de vos affaires, madame, vous êtes divorcée depuis tellement. Ben, moi, je trouve ça spécial parce que je n'avais même pas pensé à cet angle-là, mais un fils, dans sa colère, rejette son père, change son nom pour le nom de sa mère, et par le fait même, lui, je ne sais pas comment il s'appelait, M. Garbi, mais il n'a jamais eu à faire face à ce rôle de père-là, mais toi, tu as eu à le porter. C'est incroyable. C'est toujours la mère qui porte le fardeau. Hein? Vous écouterez, là, puis c'est toujours la mère qui porte le fardeau. Wow. Le père, non, il s'est caché, puis de toute façon, j'ai jamais entendu parler du père depuis 72. Les enfants n'ont jamais entendu parler du père depuis 72. Il n'a jamais payé sa pension. Il nous a mis dans la rue. Il nous a rejetés complètement. Il a rejeté ses enfants. Mais assez bizarre, c'est comme avec les fou. Dernièrement, j'ai reçu un courriel d'Algérie me demandant le certificat de décès du mari. Je dis, hein? Certificat de décès, je ne savais même pas qu'il était mort. Alors là, je réponds, vous vous adressez à mauvaise personne. Ça fait 50 ans que je n'ai pas vu le mari. Alors là, je donne un peu l'historique parce qu'ils ne savent pas que... Puis il m'envoie la photo quand j'étais avec lui à l'âge de 27 ans. Imagine-toi. Il me voyait encore comme ça, une belle jeune fille. Alors là, j'ai simplement dit, j'ai donné l'adresse du centre où est-ce que tu vas chercher le certificat. J'ai dit, si vous êtes de la famille, adressez-vous à cette adresse-là. Alors, ils seraient morts, selon leur dire. Fait que j'ai aucune idée. Mais j'ai aucune idée. Pas du tout, pas du tout. Je ne l'ai jamais vu. Fait que pour moi, il n'existe pas. Là, tu sais, je veux dire,
Deuxième question. Deuxième question. Je pense que c'est un peu classique comme question, mais si tu pouvais dire une dernière chose à Marc. À Marc? Mais moi, je lui ai dit que je l'aimais. Et j'ai compris beaucoup plus tard que ce qui l'avait conduit à ce geste-là, c'était probablement toutes les incompréhensions que moi et la société, on avait par rapport aux jeunes qui étaient différents des autres. Chose qui existe encore beaucoup aujourd'hui. Et ce que je suggère à tous, quand vous voyez un enfant qui est isolé, seul dans son coin, allez parler à ces enfants-là. Parce qu'ils souffrent dans leur cœur. S'ils continuent de souffrir, ben, ils peuvent justement en arriver à une cholérophilie qui va sortir de la mauvaise façon. Alors, mon fils, on m'a demandé ça dans les centres de délinquance. Est-ce que tu aimes encore tes enfants? Mes enfants, je les ai portés, je les aime. Je ne sais pas parler de ma fille qui s'est suicidée d'une overdose de cocaïne. Wow. J'ai oublié, 7 ans après. Oh my God. Ma fille n'a pas été capable de supporter. Elle gardait le nom de son père. Elle était au cégep. Elle entendait parler de la tuerie constamment. Elle n'osait pas dire c'est mon frère. Hein? Puis elle n'a pas été capable. Elle n'avait pas fait l'engagement avec le Seigneur comme moi. Et puis quand tu n'as pas de Seigneur dans ta vie, tu ne peux pas passer à travers ces choses-là. Alors, elle s'est suicidée d'une overdose de cocaïne. Puis j'ai perdu mes 2 enfants. Alors, mais je les aime quand même, les 2. Je comprends leur souffrance. La réaction, je ne l'aime pas. Le geste posé final, je ne l'aime pas. C'était pas dans mes valeurs. Je ne les ai pas élevés pour en faire un criminel ou un drogué, là. Mais, que veux-tu, chaque enfant est responsable de ses actes à l'âge adulte et c'est eux qui vont rendre compte à Jésus, qui ont déjà rendu compte à Jésus, et moi, je rendrai compte pour ma propre vie. Alors, par contre, j'ai prié, mais ma fille, le Seigneur m'a fait quand même une faveur, c'est que c'est moi qui l'ai accompagnée dans sa mort. Et j'ai pu lui dire l'amour de Jésus, puis mon amour pour elle. Je suis certaine que le Seigneur l'a sauvée. Je pouvais voir dans le moniteur comment que c'était plus doux quand je lui parlais, puis comment elle est morte paisible, au moins. Ouais. Puis mon fils, ben, seul Dieu le sait, mais il y a toujours ce verset qui me revient quand on prie pour nos enfants. Le Seigneur dit, si vos enfants vous demandent quelque chose, vous ne donnez pas un scorpion ou un serpent. À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux va vous donner de bonnes choses, mais j'ai prié pour mes enfants toute ma vie. Alors, je fais confiance au Seigneur qu'un jour je les reverrai. Je pense que c'est une fin sans mots. Je pense pas qu'il y a tant de... Oh my gosh. Merci de nous avoir regardés. Je prie que vous réfléchissiez un petit peu à tout ce qu'on a parlé. Merci à toi de ton ouverture, ta franchise, ton courage, ta force. Gloire à Dieu. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci à vous qui se sont rendus jusqu'à la fin. Au revoir. Soyez bénis.